Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. C'est parti pour l'été, le 21 juin est passé, les journées sont longues. On peut penser de plus en plus aux vacances, profiter du soleil, se mettre en plein cagnard. Attention, ne confondez pas avec notre cagnard, hein. Je parle du cagnard le soleil. Pour prendre justement des coups de soleil. Remarquez, le nôtre aussi donne des coups, parfois, ça y ressemble. Bref, cette année a été un peu bousculée comme l'an dernier, hein. Là-dessus je ne vous apprends rien, mais le marché manga va hyper super giga bien. Plus de 16 millions de mangas ont été vendus sur les 5 premiers mois de l'année. C'est complètement taré, hein. C'est quasi autant que sur toute l'année 2018. Ah oui, quand même. Oui, rien que ça. Bon, on note qu'il n'y a jamais eu autant de nouveautés non plus, d'où l'intérêt de faire cette émission. On a lu la majeure partie des tomes parus et apparaître sur le mois dernier, ce mois-ci et le mois prochain. Et on vous a concocté un petit guide pour vous aider et dans vos achats. Mais avant ça, petite question rapide. Hormis les mangas dont on va parler dans cette émission, est-ce que vous avez eu un coup de cœur depuis le début de l'année et dont on n'a pas encore parlé dans la 5ème de couve? Oui, moi j'en ai un. C'est quoi? C'est Ragnagna et moi. T'en as pas parlé du tout? Non, j'avais pas eu l'occasion. Elle attend le bon moment. C'est qu'une fois par mois et il faut que ça tombe dessus. Alors, voilà. Et il fallait bien que quelqu'un fasse une blague à ce sujet d'ailleurs. Je suis content que ça soit Johnny qui l'a fait et pas moi. On peut compter sur lui. Mais non, c'est un titre. Enfin, je sais pas. En plus, enfin, excuse-moi, mais je pourrais vous en parler. Mais je pourrais vous le conseiller. Hein. Vraiment, je le conseille. Vraiment, tu veux dire à nous les hommes? Mais oui, complètement. D'accord. Moi j'ai juste pas accroché graphiquement. Ouais, c'est dur, je sais. C'est le seul truc qui m'a bloqué. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, j'accroche pas, c'est moche, c'est pas bien dessiné, tout ça. Mais pour moi, les dessins un peu comme ça, où t'as l'impression que c'est fait à la va-vite, c'est comme traîner en pyjama chez toi. Tu vois, il y a un côté relax quoi. Donc faut non, pas et t'as raison, ça peut coller au sujet, la façon dont il est traité également. Donc voilà, c'est Koyama Ken et c'est chez Kiun. Et c'est super. Johnny, un coup de cœur peut-être? 2 coups de cœur? 3 coups de cœur? 28 coups de cœur? Non, j'ai 0 coup de cœur, justement, parce que j'étais à fond sur la fin de Promise Neverland et de Attaque des Titans. Du coup, je me suis dit j'avancerai un autre tant que j'ai pas fini, donc je suis content là. Là, je sais que tout le monde est mort dans chaque tome et ça me va quoi. Donc non, pas de coup de cœur en particulier, mais c'est bon. Je peux maintenant avancer dans ma vie avec la fin de tout ça. Moi, j'ai 2 titres qui se ressemblent, à leur façon chacun. 2 titres de science-fiction, Olympia Kyklos et Alma. Chacun sont de la science-fiction à leur manière. Hein. Attention, ouais. On a Voyage dans le temps pour l'un. Donc s'il y a Voyage dans le temps, c'est science-fiction. Mais non. C'est légal, c'est officiel. Pas du tout ça. Si, c'est légal. C'est pas ça. C'est légal. Ah si, on va de l'Antiquité aux Jeux Olympiques de 1964. C'est pas ça, la science-fiction. Mais il y a Voyage dans le temps, donc il y a science-fiction. Et donc monde post-apocalyptique pour l'autre. Mari Yamazaki d'un côté, auteur de Terma Romae par exemple, et puis de l'autre Shinji Mito, un jeune débutant nommé au prix Tezuka. Donc c'est 2 mangas que j'ai bien aimés, mais dont on reparlera à la rentrée, je pense. Quoi qu'il en soit, la 5ème de couve vous propose un petit guide de lecture manga pour l'été. Et ça tombe bien, ça commence maintenant. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bon réveil à vous si vous nous écoutez le matin dans cette émission. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. On est là pour vous réveiller comme tous les matins, une fois par semaine en tout cas. En tout cas, si vous allez au boulot, si vous allez faire un footing, je vous souhaite une très très bonne matinée. Non, parce qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent le matin, faut pas les oublier. Magie du podcast. Exactement. Matinée qui j'espère va être remplie d'idées lecture grâce à cette émission. Nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas de l'été. Qu'est-ce qu'on vous conseille et pourquoi? C'est ce que vous allez voir dans un instant. Chapeau de paille sur la tête, casquette de baseball vissée sur le crâne. One Piece, t'es en train de dire qu'on va faire du One Piece? Non, j'ai dit casquette de baseball aussi, parce que c'est très manga aussi le baseball. Mais comment t'as tête? On est prêt pour voir l'Euro par exemple, pour voir les Jeux Olympiques, pour se délecter de bonnes lectures comme donc Johnny et Julie. Bonjour à tous les deux. Hello. Salut. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. On se retrouve sur Discord, on se retrouve sur Facebook, on se retrouve sur l'intégralité des réseaux sociaux sauf WhatsApp, Snapchat, TikTok, Telegram. C'est pas que les complotistes qui sont sur Telegram. Bah, je sais pas, il y a WhatsApp, alors t'as dit WhatsApp. C'est vrai, non, c'est vrai, pourquoi pas. Ouais, on les utilise il y en pas. a d'autres, mais bon. Si, on utilise WhatsApp entre nous quand même des fois.
Oui, pour c'est vrai. s'envoyer des images. Pour s'envoyer des photos qui sont pas floues, parce qu'on sait pas pourquoi, mais Messenger renvoie des photos floues. Exactement. Et on n'a pas cherché à comprendre, on s'est juste dit tiens, si on changeait. Au programme de cette émission, donc, du bruit. Vous allez entendre du bruit dans cette émission. Pourquoi ? Parce qu'il fait très chaud au moment où on enregistre. Donc on enregistre les fenêtres ouvertes. Donc vous pouvez entendre des bruits de la ville de Paris. De New York, nous sommes à New York. Nous ne sommes pas à New York, nous sommes à Paris, exactement, dans le 18e arrosement de la capitale française. Et donc vous allez entendre des bruits de la rue, c'est aussi pour ça que vous entendez très régulièrement des sirènes, parce qu'elles sont très très fortes. Là vous allez beaucoup plus les entendre puisque les fenêtres sont ouvertes contrairement à d'habitude. Et vous entendez une sorte de climatiseur ventilateur aussi. C'est la survie, ça s'appelle. Qui fait du bruit, voilà. Parce que c'est soit on le laissait, soit on le coupait, mais au bout d'un moment on allait Modèle parler X, il envoie de l'eau parfois. Ça, et au bout d'un moment, ça allait être vraiment très ennuyeux pour vous. Au programme de cette émission également, de nombreux mangas. Je fais une liste rapide, ça vous dit ? Allons-y. Oui. Ok. Ne les assommons pas. Depuis le début. On aura du Comet Girl, Don't Call It Mystery, Raw Hero, on aura Terrarium, Quand sonne la tempête, Lonely World, 008 Apprenti Espion, Kengan Ashura, L'Éden des sorcières, Fenrir, Tetsu et Doberman, Les Caprices de la Lune, The Elf and the Hunter, Insomniac, Welcome to the Ballroom, Saotome, Captain Tsubasa, Kids Dream, En garde, Aohashi, Toilet Bound, Hanako-kun et Kowloon, Generic Romance. Grosse liste, très grosse liste pour cette émission. Allez, c'est parti. Et ça sera tout. Allez, merci à tous. Qui vous les conseille et pourquoi? C'est un peu le concept de cette émission. Attention, je dis ça pour les auditeurs les plus fidèles notamment. La personne qui va vous conseiller le bouquin a autant d'importance que les arguments qu'il utilise, parce que à force de nous écouter, vous connaissez un petit peu goûts. Ouais, voilà, les goûts des uns et des autres, et vous pouvez vous rapprocher plus de l'un ou de l'autre. Donc faites attention aussi à ça également. Ça n'engage que nous. Hein. On peut donner des titres que vous aimez pas, hein, mais là c'est pas notre faute, c'est juste vous, c'est pas nous. On commence par une petite sélection coup de cœur. Il y a 2 titres dedans, il y a Kowloon, Generic Romance et Toilet Bound, Hanako-kun. On n'a pas eu de coup de cœur général. Non, à chaque fois, il y avait un ou 3 qui étaient moins à fond dessus. Donc elle est très diversifiée aussi cette liste. Tout à fait. Il y a de tout, il y a à boire et à manger. Donc. Et donc on commence par Kowloon Generic Romance, qui est pas forcément un coup de cœur pour toi Julie, mais qui l'est pour Johnny et moi. Kowloon Generic Romance, un manga en 5 tomes toujours en cours au Japon, un seinen par Jun Mayuzuki, qui avait fait le manga Après la pluie. C'était bien après la pluie. Titre qui est arrivé dans le top 3 du Konomanga ga Sugoi, célèbre prix japonais. On y suit dans une ambiance assez particulière le quotidien de 2 membres d'une agence immobilière à Hong Kong, où s'opposent la modernité et l'ancien, les beaux immeubles et les vieux boui-boui. Évidemment, on va s'intéresser aux relations entre ces 2 personnages, et c'est toujours en cours au Japon, où on oscille entre récits du quotidien et monde en pleine mutation, avec l'arrivée d'un nouveau quartier qui fait poser des questions. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Joe? Moi c'est clairement mon coup de cœur de l'été. C'est vraiment de la vraie romance tranche de vie, dans laquelle où j'ai aimé en fait plonger les yeux fermés dedans. Donc, quand j'ai lu tous les tomes 1 qu'il y avait, je savais pas ce que je cherchais comme lecture, et quand j'ai lu Kowloon, je savais que c'était ça que je voulais pour l'été. C'est parfait, et on se laisse saper. On sait pas où on va quand on commence ce manga, mais c'est agréable de se laisser happer et de se laisser guider comme ça. C'est pas toujours le cas dans le manga, et là c'est un point positif. C'est-à-dire que parfois on sait pas où on est quand on le lit, et c'est chiant. Là on sait pas où on va quand on le lit. Non, on lit, on se laisse porter. Mais on se laisse porter, c'est plutôt intéressant. Ouais, moi j'ai effectivement pas eu le coup de cœur, pas en tout cas autant que toi Johnny, mais ça m'a très clairement fait penser à Wong Kar-wai, quoi. Enfin, c'est le film In the Mood for Love, c'est à peu près le même type de perso, la même ambiance, mais pas tout à fait, parce que là dans le film qui était sorti dans 2000, ça fait un peu mal, c'était quand même très clairement dans les années 30 en Chine, et là on sait pas. Non, c'est pas marqué, même si j'ai l'impression qu'on est dans c'est plus moderne. Oui, j'ai l'impression qu'on est dans une époque contemporaine. Mais l'ambiance est prépondérante. L'ambiance imposée dans le manga est vraiment étonnante. Elle est détonnante aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de lire ça en manga. L'action se situe à Hong Kong et c'est assez rare. Hein. Rien que ça déjà en soi, c'est une promesse. Les 2 persos ont des noms japonais pour le coup. Soit. C'est vrai. Et tous les autres autour, non. C'est un peu bizarre. Mais c'est pour ça que je te dis, il y a une sorte de promesse quelque part derrière tout ça. Moi j'ai vraiment une petite claque de mise en scène, en tout cas au niveau du manga. Tout le début, il n'y a pas de texte, il n'y a rien.
Je vais le comparer à Drive quand il était sorti. Il a eu son petit Oscar au cinéma pour la réalisation. Et pour moi, carrément, Kunlun, c'est un peu le Drive du manga en termes de mise en scène. J'ai pris vraiment une petite claque là-dessus. Et puis on s'arrête sur les détails de la vie des protagonistes qui paraissent absolument insignifiants. C'est des détails sur les lunettes. Qu'est-ce que ça peut avoir comme lien, comme rapport avec le reste ? Mais ça a l'air d'en avoir, ça a l'air d'en être un, ça a l'air d'être important. Et tous ces détails me donnent l'impression d'avoir une importance prépondérante pour la suite, comme si ce tome 1 posait des petits jalons, des petits drapeaux sur un chemin à suivre. Et qu'on allait slalomer entre les chemins, répétition de mots, répétition des actions, répétition toujours de cette histoire de lunettes, cette histoire de pastèque aussi, de pastèque, de pieds, le nouveau quartier, l'appart à repeindre, la voisine bruyante. J'ai l'impression que c'est plein de détails qui vont être importants pour la suite. Et bah, après, Jun Meizuki, elle est super forte. Enfin, je veux dire, les dessins sont magnifiques. Moi, j'avais beaucoup aimé Après la pluie, et là, pour le coup, j'étais pas du tout surprise, quoi. Enfin, c'est encore plus beau. C'est dans ce nouveau manga. Et par contre, j'étais un peu étonnée parce que là, pour le coup, je trouve qu'elle a une approche que, enfin, pour moi, c'était à la limite du fanservice. Et il y a une scène en particulier qui m'a pas... Enfin, voilà, qui m'a fait me poser des questions. La scène de peinture dans l'appartement. Voilà, et j'étais vraiment déstabilisée. Et en plus, même pas une page après, elle se reprend et là, tu prends une nouvelle illustration très belle avec les deux persos. Et donc, je me disais, ok, mais qu'est-ce qu'elle veut montrer, tu vois, je sais pas, pour moi, c'est pas trop du fanservice. Je m'y attendais pas du tout, en tout cas. Pour moi, c'est pas trop du fanservice. Enfin, ça en est, bien entendu. Hein. Mais moi, parce que la perso fille, elle est magnifique, elle est magnifiée. Ouais, mais du coup, c'est ça. En fait, c'est une beauté graphique et t'as pas besoin de texte pour montrer tout ce qu'elle a exprimé. Et toi, par exemple, l'histoire là, c'est vraiment montrer qu'il n'y a pas de clim, il y a la chaleur, ok, elle crève de chaud en fait, tout simplement. Après, c'est peut-être une excuse aussi pour montrer son superbe corps, mais c'est pas un truc, c'est pas du vulgaire, toi. J'ai l'impression que c'est pas du fanservice dans le sens où j'ai le sentiment que c'est utile à l'histoire. Ah bah j'espère que ça le sera. Moi c'est pour ça que j'ai pas envie de parler de fanservice parce que j'ai l'impression que cette scène est utile à quelque chose. Je sais pas encore quoi. Oui, elle est pas faite pour faire plaisir, en tout cas pas forcément. Mais j'ai l'impression qu'elle est utile dans l'histoire. J'ai l'impression aussi qu'elle veut nous montrer que cette jeune femme est très belle. Oui, mais justement, c'est comme si elle voulait insister sur le fait qu'elle soit vraiment belle. Ouais, et là, en fait, c'est l'inverse du fanservice, en fait. Effectivement, toi, ce que tu dis est juste, c'est que il n'y a pas une recherche de plaisir ou pas dans ce dessin. Enfin, en tout cas, le dessin auquel on pense tous à ce moment-là. Mais voilà, enfin moi j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'elle la met sur un piédestal et en une image elle peut la fracasser par terre, quoi. Donc, mais je crois que c'est justement son but. C'est un regard presque fétichiste des choses, fétichiste de différentes manières, tu vois. On insiste par exemple à des moments beaucoup sur ses chaussures et sur les pieds. Oui, c'est vrai aussi. Et je pense que c'est pas vraiment du fanservice, j'ai l'impression qu'il y a une démarche en lien avec l'histoire. J'ai l'impression qu'il y a une démarche en tout cas. Oui, mais on va voir. Eh oui, l'ambiance. New York, bonjour. Nous sommes là, c'est la 5e de coup. Voilà, donc ça c'est par exemple les fameux bruits que vous aviez entendus. Mais là on l'a jamais eu, là, le mec il s'est enflammé, on n'a pas gagné, c'était le match, il est fini. D'ailleurs, si vous êtes en voiture et que vous nous écoutez, et que vous avez la tendance à klaxonner quand il y a des bouchons, sachez que ça ne vous fera pas avancer plus vite. Non mais c'est vrai que je me dis toujours ça. Est-ce que les gens pensent vraiment aller plus vite quand ils klaxonnent ? Parfois c'est juste pour prévenir le mec qui est en train sur son portable de devant que le feu il est vert. Ouais, j'en ai plein qui sont mais comme sauf ça. Quand il y a 1 kilomètre de bouchon devant toi, si tu klaxonnes, ça ne changera rien. Julie, que voulais-tu dire d'autre sur Jun Meizuki ? Alors avec ce titre-là, j'ai l'impression qu'elle va un peu sur les terres d'une autre dessinatrice qu'on aime beaucoup ici, dans le podcast. C'est Aki Irie. Évidemment, il y a des différences entre les deux auteurs, mais pour le coup, là, tu vois vraiment quand même des traits qui rapprochent leurs deux œuvres, à savoir un paysage qui est traité comme un lieu un lieu qui est traité comme un personnage à part entière. Donc d'un côté, tu as le côté très urbain de la cité de Golong et l'Islande, les paysages complètement désertiques, etc. Mais les persos féminins sont hyper sexy, il y a toujours une touche de glamour, il y a toujours des histoires de couple.
et du mystère. Donc je trouve que, moi, ça m'a fait penser à cet auteur-là, et avec Après la pluie, bah, tu t'attendais pas à ce qu'elle aille sur ce terrain-là, quoi. Non, et puis même la construction, il est question de la construction d'un nouveau quartier, si j'ai bien compris, sur l'eau. A priori, dans la baie de Hong Kong, quelque chose d'assez étrange. Ouais, moi j'ai pas du tout moderne, ouais. Moi j'ai vu un truc science-fiction, il y a un Ouais. truc qui vole et je fais qu'est-ce qu'ils sont en train de créer une nouvelle terre, qu'est-ce que ça veut dire, ils sont en train de déménager tout le monde dans un espace-temps. Enfin pour moi j'ai pas compris ça. Non mais c'est très étrange, je suis d'accord. Et c'est vraiment le genre de manga où on accepte de laisser les clés à la mangaka. Bah, c'est des Et agents elle se laisse- immobiliers, c'est Ouais. cool. On lui laisse les clés, on se laisse conduire, et si on n'est pas prêt à accorder sa confiance, faut pas aller sur cette œuvre. Mais si vous avez envie d'accorder votre confiance, allez-y. Lisez Kowloon Oui. Generic Romance. C'est un coup de cœur pour toi, Joe, donc si tu veux le dernier mot, je te le donne. Oui, moi c'est vrai que je me rends de plus en plus compte que j'ai des périodes où je veux de la bagarre et des périodes où je veux de la comédie romantique. Et là, clairement, ça fait longtemps que j'avais pas eu de tranche de vie. Et vraiment, hein, au début, il se passe rien et je me dis, putain, c'est chiant, c'est un peu comme Sense8. Mais en fait, j'adore. Ouais, j'adore. T'adores toujours ces trucs que tu appelles chiants, mais qui ne sont pas chiants parce que chiant est péjoratif. Non, tu le mais sais. ouais, je sais que c'est péjoratif, mais Sense8, moi, je vais être objectif. Non, C'est mais- chiant, il ne se passe rien et j'adore cette série. J'adore. Mais je pense qu'il va falloir qu'on étudie ce mystère Le mystère de Johnny, et c'est qu'on clair. lui donne en fait des mots de vocabulaire. Ça peut être mélancolique, ça peut être. Non. Parlons maintenant de Toilet Bound Hanako-kun, un shonen Square Enix par Aida Hiro, qui sait nous emmener là où les artistes de l'archipel nippon sont en maîtrise totale en général, hein, c'est-à-dire l'occulte, les légendes, les superstitions et les questions d'un esprit des toilettes. Hanako, mais ça c'est juste son lieu d'invocation, hein. En général il vous laisse tranquille dans les moments de solitude. Hanako, donc on va le retrouver dans une école où il y a 7 mystères inexpliqués. Ces mystères, il va donc falloir les braver. Le dernier d'entre eux concerne donc ce fameux Hanako, l'esprit des toilettes. On raconte qu'en échange de quelque chose qui vous est cher, Hanako exauce un vœu. Nene Yashiro, une jeune fille en classe de seconde, va tenter le coup. Elle s'avance jusqu'à la 3e porte des WC du 3e étage et elle toque 3 fois. La réponse, oui, ne se fait pas attendre. Si elle rentre, la magie peut opérer, mais à la surprise totale. Contrairement aux histoires, Hanako n'est pas une fille, parce que Hanako est un prénom féminin, il faut le dire. Et c'est pas une fille avec une coupe au bol et une jupette rouge comme dans les légendes qui se présentent devant elle, mais à la place, elle rencontre un jeune garçon avec un uniforme à l'ancienne, et une chose assure, c'est un esprit. Parce qu'elle peut traverser le bonhomme, donc oui, c'est un esprit. Deux personnages qui deviennent partenaires et qui vont même être rejoints par un jeune exorciste qui vient mettre un peu de piquant dans leur quotidien, déjà en forme de montagne russe, hein. Dans ce premier tome, les protagonistes vont emmener le lecteur à la découverte de 2 autres des 7 légendes de l'école. Nene doit apprivoiser des fées voleuses d'objets et l'équipe entière va partir à l'assaut de l'escalier Misaki, un escalier qui attire les élèves dans un monde alternatif, et au moment de prendre appui sur la 4e marche, hop, ils disparaissent et ensuite ils sont réduits en morceaux. Mais plutôt qu'un repas de démons, c'est un destin dévolu à résoudre des énigmes qui va attendre nos nouveaux héros de l'occulte dans Toilet Bound Hanako-kun, que tu as adoré, toi, Julie. Ah bah oui, mais j'ai trouvé que c'était super sympa de... Enfin, le petit coup de dépoussiérage quoi, du folklore, parce que c'est donc l'histoire des 7 mystères de l'école, c'est quand même quelque chose qui date, quoi. Enfin, dans les écoles, il y a toujours l'histoire du mannequin de la salle de sciences qui bouge la nuit, le tableau où les trucs ne restent jamais écrits. Enfin bon, bref, il y a toujours des histoires, des petites histoires de fantômes, etc. qui circulent. Et moi, je me souvenais de la tentative, enfin la dernière tentative je me souviens, c'est celle chez Kana, c'était Dusk Maiden of Amnesia, qui était pareil, qui aller vers ce terrain occulte, mais circonscrit dans l'école. On et avait les codes de Stranger l'école. Case également. Oui, aussi. Et là, pour le coup, le dessin fait que le rythme, tout ça, ça fait que, hop, et il prend un sacré coup de jeune. Plus le côté, hop, on change de sexe, et puis c'est plus, donc effectivement, la petite fille avec la frange, la coupe au bol et la petite jupette, très... c'est vraiment cool, quoi. Ouais, même en termes de look, Hanako, il a vraiment cet uniforme vraiment old school d'écolier qui renforce un petit peu tout le truc. C'est un manga qui est vraiment amusant pour tous ceux qui aiment les yokai. On trouve plein des petits éléments ludiques, oui, et puis qui vont bien. On joue avec le lecteur, on lui donne pas tout de suite toutes les informations, on lui donne pas les tenants, les aboutissants, et puis même pour arriver à une résolution joyeuse. C'est assez positif. Oui. Et puis les autres esprits aussi sont super mignons, super...
Mignon ou pas, hein, mais en tout cas, je trouve que L'escalier n'a pas l'air mignon. le design est super bien conçu, je trouve. C'est vrai. Bah, après, c'est vrai que c'est assez bon enfant. Le design est vraiment super. Après, l'histoire, c'est vraiment. On est dans le bon enfant, dans le bienveillant, même s'il y a des histoires spéciales. Je pense que clairement, moi, je suis pas la cible. Hein. Je le conseillerais sûrement à ma fille quand elle aura 13 ans. Mais je suis pas la cible, à mon avis. Non, mais un exemple de mystère à résoudre, par exemple, il y a des fées qui volent des objets. Bah oui. Et donc il y a plein de vols dans l'école et donc forcément ça fout la brouille dans tous les écoliers. Et en fait c'est ces fées voleuses d'objets, mais elles sont voleuses d'objets parce que la rumeur dit qu'elles sont voleuses d'objets. Et du coup elles sont obligées de le faire. Oui. Exactement, parce que les esprits de l'école suivent les rumeurs. Oui. Donc il faut faire changer les rumeurs pour faire changer ce que font les esprits et faire changer le cours des choses. Je trouve ça super intriguant, super intéressant. Et moi je suis pas sûre que ça soit si bon enfant, parce qu'il y a une pointe de cruauté quand même dès que les choses tu vois, passent un peu en mode sérieux quoi. Et tu sens que Hanako, bon, il doit pas être si mignon et si gentil que ça. Il a fait quelque chose, mais je veux dire, là, pour l'instant, il n'y a pas de mort, toi. Ah bah on n'est clairement pas dans un truc où on tue des gens. C'est un tome 1, tu vois. Ouais, voilà. Oui. On peut pas tuer tout le monde dès le tome 1, Johnny. C'est sûr. Non, mais on sait qu'il y a un on sait qu'il y a un background sur Hanako. L'animé existe. Pour beaucoup l'ont déjà vu, il a eu un grand succès en France, l'animé, avec une DA légèrement différente mais magnifique, la direction artistique de l'animé. Le dessin est vraiment super, enfin là je reparle du manga hein, et même si moi je suis pas fan de tout ce qui est un peu le très très rond, le moe quoi. Enfin, je dirais pas que c'est moe. Mais moi, ça s'apparente du moe quand même. Si, parce c'est qu'elle a 16 ans. Des jeunes filles et on dirait qu'elle en a 12. Ouais, alors moi je pense qu'ils ont tous 12 ans, mais en fait, non, ils en ont 16, c'est des lycéens. C'est des lycéens, c'est pas des collégiens. Ouais, je crois. Non, pour moi, c'est du moe. Parce que pour le moe implique qu'il doit y avoir un intérêt, tu sais, du lecteur envers le personnage. Bah, pour moi, c'est ça, parce qu'il y a quand même des. Moi j'ai du mal à avoir un intérêt, avoir quelqu'un avoir un intérêt vers Yashiro. Mais toi, c'est parce que t'as zéro intérêt à chaque fois, t'arrives pas à comprendre que le dessin peut être attiré pour certaines personnes. Mais clairement, là, pour moi, c'est vraiment un titre un peu moe. Parce qu'il y a des blagues qui sont un peu polissonnes quand même. Je utilise ce super mot parce qu'il faut l'utiliser au moins une fois par an. Polissonne, il y a des blagues polissonnes. Et c'est un petit truc qui m'a gêné, mais c'est vrai que c'est pas non plus le but du manga. Donc voilà. Ah ouais, bon, non, mais ok, je veux bien vous croire. Moi je le vois pas, mais je veux bien vous croire. Après, là pour l'instant, pour moi, c'est un peu un gag manga. Il n'y a pas de fil rouge. On est le tome 1. Donc, bah si, il y a un fil rouge. Bah, le fil rouge, c'est 7 mystères. Bah, ça, c'est le grand mystère. Mais après, c'est surtout des gags manga qui sont là pour faire rire les lecteurs. Ouais, mais c'est un fil rouge quand même. Il y a toujours un fil rouge, même dans les gags manga, mais. Voilà. Ça c'est l'adulte fan de shonen qui dit ça. Ils ont pas un but, mais non, mais il y a pas. Je veux devenir le meilleur du monde. Bah si, parce qu'après t'as l'arrivée d'un jeune exorciste et là ça dynamise quand même l'histoire et tu sens que la suite ça va vraiment se déployer autour du passé de Hanako quoi, et ça c'est super intriguant. Après lui cet exorciste on sait qu'il va les rejoindre, il est sur toutes les couves des tomes suivants. Bizarrement. Donc on sait qu'il va être là, tu vois. Ouais, puis tu sais que c'est l'exorciste, mais il y a le perso et puis il y a tout le reste, enfin le monde de l'exorcisme quoi, tu vois. Mais en parlant de couverture, c'est vrai que je pense que c'est compliqué de vendre ce titre avec cette couverture rouge et ce dessin qui fait un peu vêtements militaires. Je pense que si t'en parles pas, s'il n'y a pas de bouche à oreille, ça va être compliqué. C'est parce que c'est un code japonais. Hanako, tout le monde connaît au Japon. Ouais, mais on n'est pas au Japon. Donc c'est intriguant parce que c'est un garçon. Oui, mais de plus en plus, le marché français et les lecteurs français sont de plus en plus intelligents. Ouais. Et ils sont de plus en plus pointus. Ils se renseignent. Ils ont de plus en plus bon goût. Ouais, mais s'ils veulent se faire. De plus en plus, la 5e de coupe. Et s'ils veulent se faire offrir le cadeau et que c'est leurs parents qui voient la couverture, ils vont dire ah bah non, ça c'est un truc nazi, je veux pas leur offrir. Pourquoi ? Parce que je sais pas, l'uniforme militaire, moi il m'a fait penser un peu à un truc un peu nazi. Ah bon ? Il va falloir réviser les cours d'histoire, Joe. Désolé. Tu sais, on a une émission, c'est très très sympa. Exactement. Pour rebondir dessus. Tout à fait, également. C'est fini pour nos 2 coups de cœur. On va passer à une sélection sportive. Ouf. Bah évidemment, il y a l'Euro 2020 en ce moment que la France va gagner. Il y a les Jeux Olympiques 2020. Alors oui, je dis 2020. Je sais qu'on est en 2021, mais les noms officiels sont toujours Euro 2020 et Jeux Olympiques 2020. Et donc il y a quelques mangas de sport dont on voulait vous parler. On va commencer par Aohashi, Johnny, les pieds bleus. C'est ça, on est d'accord, hein. Oui, les pieds bleus. C'est Aohashi, les pieds bleus, mais d'ailleurs on aurait dû dire Aoi-hashi parce que c'est un adjectif Ao. Enfin, je peux pas vous faire une leçon de grammaire. Donc c'est un nouvel éditeur qui est arrivé sur le marché. Il va falloir dire ça à l'auteur. Je dirais. Un nouvel éditeur qui est arrivé sur le marché, Mangetsu. Donc Aohashi au dessin c'est Yugo Kobayashi, au scénario Naohiko Ueno.
avec Yugo Kobayashi, mais il s'est fait aider un petit peu quand même. Bref, il y a un anime qui est prévu 2022, si vous voulez, au cas où, voilà, vous sachez-le. C'est un long manga, il y a 24 tomes au Japon déjà sortis. Et nous, on commence. La fin vient d'être annoncée. Ah bah voilà, il y en aura 25. En gros, ça se passe dans un Japon contemporain. On va suivre un jeune garçon du nom de Aoi Ashito, qui ressemble beaucoup au titre donc, et il habite dans un trou paumé de chez paumé. Et bien que Ashito soit un surdoué du football, ça on le sait dès le début, il a jamais quitté en fait sa campagne. Donc notamment parce qu'il a le sang super chaud quoi. C'est le genre de mec, tu l'insultes, il te fait un coup de boule à la Zidane direct. Bref, il va rencontrer un adulte énigmatique, mais comme tout bon manga de sport, on va se rendre compte rapidement que c'est quelqu'un d'important dans le monde du foot. Et d'alcoolique. Ah non, ça c'est que non, dans Captain Tsubasa. Non, ça c'est autre chose. Qui boit du whisky pur malt. Et bref, cette personne énigmatique, cet adulte, va lui ouvrir les portes du football professionnel. Donc le vrai foot. Là, celui où on rigole pas et on peut pas foutre des coups de boule comme ça. Ah si, ils le font. Et donc, Aoi Ashito sera-t-il le meilleur joueur du monde? Telle est la question Neketsu que je laisse en suspens pour vous donner envie. J'ai vu quelques retours sur ce manga de gens qui ne connaissent pas le foot et qui avaient l'air ravis de découvrir les coulisses du football. Ça se passe pas exactement comme dans le manga. On n'est pas dans une véracité complète. Je sais qu'il y a un journaliste sportif japonais qui supervise le scénario. Oui. Et non, on n'est pas loin, mais on n'est pas dans la vraie. Il y a une espèce de caution, si tu veux. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas exactement plus, comme ça dans la réalité non plus. On a besoin de drama. N'oublions pas. Oui, voilà. N'oublions pas que c'est une histoire et c'est très bien. Non, mais c'est très bien. C'est juste que il y a quelques éléments qui sont vrais, qui sont véridiques, mais c'est pas exactement comme ça non plus. Bah moi, en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de manga de sport, donc j'ai eu ma petite nostalgie d'Achille 21 en lisant le premier tome. J'étais content de lire ça. Mais il n'y a pas de super quelque chose. Si, en vrai. Il n'y a pas une super vitesse. Il y a un super truc. Ouais. C'est quand il fait son truc sur le terrain, sur le sable, il sait où sont placés tous les joueurs. Le mec, il a une mémoire photographique. Il a une super mémoire photographique. Alors que le terrain est grand quand même. Et le mec arrive à savoir où étaient placés tous les joueurs. C'est le super truc. Pouvoir, c'est une super intelligence tactique. Voilà. Ouais. En fait, c'est le regard caméra. Ouais, ça marche. C'est pas super, mais voilà. Moi, c'est marrant parce que moi, c'est pas le manga de foot que j'attendais, que je rêvais de voir arriver en France. Je suis très content qu'il arrive. Mais mon cœur va toujours penser vers Giant Killing, un autre manga de sport, beaucoup plus fleuve, absolument invendable. Ouais. Non, mais c'est absolument invendable. Ouais, mais toi, Kingdom, on disait que c'était invendable, et puis finalement. Et puis c'est marché après Giant Killing. Pourquoi pas, on sait jamais. Ouais, tu vas créer ta maison d'édition, et puis voilà. C'est un manga dont le héros est l'entraîneur cette fois, tu vois, ça change. Bon, en tout cas, là, le manga, il est vraiment assez dynamique. Hein. Quand tu le lis, tu t'ennuies pas, ça va très vite. Tu t'avances, quoi. C'est comme le foot. Et les terrains ne font pas 15 mètres. 15 mètres. Ne font pas 3 km de long, qui font plus de 15 mètres de long. En globe. Le globe terrestre. Ça. Et les ballons ne sont pas totalement déformés au moindre coup de pied. Enfin voilà, c'est beaucoup plus réaliste que ce que vous avez pu connaître dans Olive et Tom pour ceux qui sont arrêtés à Olive et Tom. Et c'est évidemment une lecture très satisfaisante. Non, je suis content. Mais après, j'ai toujours cette question qui m'habite quand je vais être face à un manga de foot semi-réaliste. À qui ça s'adresse en France? Qui va l'acheter en France? Je suis toujours un peu suspicieux. Il y a tellement eu d'échecs. Angel Voice est un super manga, mais il a absolument pas rencontré son public. Les mangas du sport en général, quoi. Il y a Dream Team. Mais le foot, c'est particulier encore. Le foot, parce que Dream Team en basket est un super manga, mais il a pas non plus rencontré son public. C'est assez paradoxal, hein, parce qu'on est quand même un pays de foot avec énormément de fans de foot. On n'est pas tant un pays de foot par rapport aux autres pays à nos voisins. Tu vois, par rapport à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Espagne. Oui, mais eux, il faut faire une différence entre fanatiques et les gens qui apprécient le foot juste en divertissement. Franchement, quand tu vois les Angleterres, ça va trop loin leur truc. Mais je me dis, ça c'est des vrais pays de foot. Non mais je veux dire, on a quand même beaucoup de fans gentils de foot en France. On est le deuxième marché du mondial au niveau pour le manga. Tu te dis, les deux devraient matcher. Mais bien sûr. Et ça le fait pas. Et ça le fait pas. Après non, moi je dis quand je dis qu'on n'est pas un pays de foot, c'est en Italie, tu vois, quand tu as un club. Ouais. Qui que tu sois, même si tu t'intéresses pas au foot, tu as un club préféré. En France, non.
Il y a des millions de gens qui n'ont pas un seul club préféré. Oui. Non, ils supportent la France. Quoi. Julie a aucun club préféré. Bah, Julie, c'est une footix. Alors que l'Estac Ouais, devrait être le club préféré de la moitié des gens sur cette terre. Bah, en tout cas, le manga, vraiment, il y a un bon dessin. Et du coup, je veux le rapprocher encore une fois de Aishid 21. Aishid 21, c'est vraiment un manga de sport qui a bien marché en France. Et je me rappellerai toujours de l'éditeur qui l'a édité, qui m'a dit... Il a marché, pourquoi ? Parce que le dessin était magnifique. Et j'ai un petit peu ce truc-là pour Aoashi. Là aussi, et en fait, moi j'aime bien, vraiment beaucoup le dessin. Et comme tu dis, c'est semi-réaliste. Et il y a des moments où tu vois du Urasawa. Il y a des influences qui sont assez marquées. Ça tombe bien, c'est un seinen qui est publié dans le même magazine au Japon. Bah voilà, tout s'explique. Par contre, l'auteur... le dessinateur, mettre des cheveux comme ça pour son héros, le faire à chaque fois, ça va être chaud, le pauvre. Mais moi, je sens bien. Super technique, tu sais. Moi, je sens bien le nekketsu, en tout cas, dans ce manga de sport, je sens le nekketsu à fond, toi. Ouais. Oui, il a le sang bouillant, c'est-à-dire que même si c'est un seinen, je comprends qu'il puisse être placé en shonen en France, parce qu'effectivement, il a cette force, il a ce truc aussi. C'est très fort. entraînant, ouais. Et c'est ça, il y a un esprit positif dans ce manga qui est vraiment, pas feel good, mais tu vois, c'est des valeurs positives, c'est l'effort, le foot vraiment comme quelque chose de collectif. Et on a parlé de Blue Lock il y a pas longtemps, et c'est complètement le contre-pied, quoi. Si je peux dire. Ouais, c'est l'anti-Blue Lock. Je suis d'accord. C'est le hors-jeu du. Je suis totalement d'accord. Aoashi, c'est aux éditions Mangetsu tome 1 et 2, déjà dispo en France. Je vous parle d'Escrime maintenant. Là, c'est très Jeux Olympiques. Évidemment. Ça s'appelle En Garde, c'est en 3 tomes, c'est bouclé en 3 tomes. Hein. Un seinen sportif, là aussi encore un seinen. Ouais. Qui va reprendre les codes du shonen sportif à la manière de Aoashi, mais sur l'escrime cette fois on va suivre la rencontre de Chika avec ce sport assez particulier. Chika, c'est un peu la délinquante solitaire du bahut, experte en jeux vidéo, dans les salles d'arcade, elle est toujours prête pour la castagne, mais un jour elle assiste par hasard à un entraînement d'escrime du club du lycée, et là, bam, coup de foudre. Et elle va adorer l'escrime. Et j'ai envie de dire, enfin un manga sur l'escrime. Oui, depuis le temps qu'on l'attendait en France, c'est un sport majeur, majeur tous les 4 ans au moment des JO. En France, je sais pas quel est le rayonnement, tu vois, de l'escrime au Japon. Au Japon, il y a des très bons escrimeurs japonais. J'ai été très longtemps pratiquant. J'ai été très longtemps escrimeur. Je ne le suis plus, mais je l'ai été très longtemps. Et d'ailleurs, ce manga En Garde est sur la pratique du fleuret, qui est vraiment le truc que t'as fait toi. Non, pas du tout. C'est-à-dire que, comment te dire, dans l'escrime, il y a 3 armes. Il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Ouais. Moi, je suis épéiste. D'accord. Et les épéistes sont les gens hautains qui méprisent les autres armes. D'accord. C'était donc ça. Donc je méprise totalement le fleuret. Voilà. Je comprends mieux. Mais j'ai une question. L'auteur est connu ou pas ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, et voilà, ils se sont amusés. Mais c'est marrant que ça soit une héroïne. Oui, mais alors je pense que pour faire passer ça, ils ont été un petit peu obligés. J'ai l'impression, c'est le sentiment que ça m'a donné. D'accord. Et puis ils ont pas pu s'empêcher de faire un lien très rapidement avec le kendo. Ah bah oui, parce que c'était un peu ma question aussi. Le kendo, c'est l'escrime japonaise. On dit en France que le kendo est l'escrime japonaise, exactement. Donc voilà, mais voilà, c'est marrant. Là, les ingrédients sont tous là pour passer un bon petit été sportif avec En Garde. Juste, il y a un ou 2 détails. Ne pas faire ce qu'ils font dans le manga. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont se battre avec des fleurets sans masque sur le toit du bahut. Ouais, quand même. On ne fait pas d'escrime sans masque. Ça, on l'apprend dès les premiers jours d'escrime. Ouais, mais s'ils font avec une frite en mousse. Oui, alors ça, on a le droit, puisque en fait, les enfants, on les fait s'entraîner avec des armes en plastique au début, les petits, dans les clubs. Et ensuite, à partir d'un certain âge, on passe aux vraies armes. Qui sont un petit peu plus courtes, avec des fleurets. Et ensuite, ils passent aux armes un peu plus grandes. Et ensuite, ils passent à la vraie arme, l'épée. D'accord. Est-ce que après message subtil. Tu pourras pas répondre à cette question parce que toi tu fais déjà de l'escrime, mais imagine quelqu'un qui fait pas de l'escrime, ça va te donner envie, tu crois ? Ouais, je pense. Je pense parce qu'il y a plein de petits détails, c'est très bien dessiné. Il y a d'autres mangas. Square Enix on avait fait un au Japon qui s'appelle Duel, mais là aussi encore c'était que sur des escrimeuses. Mais le dessinateur était vraiment dans l'abus fanservice total parce que les vêtements d'escrime sur des jeunes femmes sont très saillants et sont
plutôt intéressant Oui. pour les c'est près du corps, pour les regards, voilà, ouais. c'est ça. Et donc ouais, lui, on j'ai a jamais vraiment fait beaucoup profité dans ce manga de Square Enix. C'est pour ça que le hangar est peut-être un peu plus sérieux que cet autre manga d'escrime qui était sorti au Japon il y a quelques années. Et c'est aux éditions Pika. La suite avec Captain Tsubasa Kids Dream. Ah, Je vous fais le pitch. allons-y. C'est le reboot du manga culte Captain Tsubasa. Point. Mais avec voilà. des enfants. Non mais voilà, c'est Ouais. non, pas non. non. Ah non, c'est les mêmes. C'est leur- des enfants en fait, Oui. c'est déjà des enfants, tu sais. Oui, mais Bah c'est oui. les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Oui. C'est l'ascension de Tsubasa dans le monde du football. Oh là là. C'est le reboot. Tu sais, je me demandais il y a quelques temps, on avait Ouais. fait une émission et je dis c'est marrant, il n'y a jamais eu de reboot de vieux titres de manga. Tu sais, genre on fait un reboot dès le début. Bah voilà. bah il y en a voilà. un. Il l'a fait. Et non mais en fait je m'y attendais je pensais que ça allait arriver tôt ou tard. Et je suis content que ça arrive. Sur Ouais. Tsubasa ou. Ouais, sur Genre, Tsubasa ça ouais. marche bien. Le reboot va plus vite que l'original. C'est bien. Un petit peu à l'image du reboot de l'anime. Il y a même des emprunts Ah oui. dans le scénario. D'accord. Par exemple, dans la première version de Captain Tsubasa, on a, je vais vous parler en prénom du dessin animé français, par exemple, pendant quelques instants. On a Olivier Hatton, Oui. qui est face à Thomas Price au tout début quand ils se rencontrent. Ouais. Et il y a tous les gens du bahut qui lui envoient une balle de baseball pour qu'il l'arrête dans les buts, un autre ballon et ainsi de suite. Il y a plusieurs membres des clubs de Ouais, sport ouais. qui le défient. Ouais. Et dans l'animé, on est passé dans des trucs un peu plus délirants avec un joueur de rugby, un lanceur de javelot. Ah oui, quand Et même. bah là, dans le reboot de l'anime, il y a ça. Il y a le lanceur. Donc c'est pour ça que je me dis qu'ils ont repris, je pense, une partie du scénario du reboot de l'anime. Et ça va donc D'accord. beaucoup plus vite. Par exemple, Yuga apparaît dès le tome 1. Mhm. Alors qu'on le voyait Ouais. beaucoup plus tard dans Ouais, l'original. Le match final de l'école est bouclé dans le tome 1. Je sais pas si vous vous souvenez dans Captain Tsubasa. Tsubasa est dans une école moisie. Oui. Et donc il y a plusieurs écoles dans la ville. Ouais. Et ils ont chacun un Et ils club. s'affrontent, et ils ont Enfin, chacun ouais, un club et tout. Et en fait, et à la fin, ils font une sélection des meilleurs joueurs de chacune des équipes de la ville pour aller représenter ça au régional, machin, et ainsi de suite. Ouais. Et là, en l'occurrence, ça arrive dès le tome 1, quoi. Ah, bah, Enfin, c'est dès le bien. tome 1, on a déjà la finale du truc et Ouais, on sait j'avoue on sait qu'il y aura une sélection, on sait que Ben Baker sera là et ainsi de suite, quoi. Bah, c'est bien. Et- C'est que ça y est, ça va plus vite. Ça va plus vite, Voilà. le dessin ensuite est plus lisible, plus moderne pour les nouvelles générations. C'est bien, je Ouais. trouve ça bien qu'il y ait un reboot. Le taf est fait, il est bien fait. Je le conseille vraiment à ceux qui veulent se replonger dans l'œuvre, mais qui bloquent un petit peu sur l'aspect graphique Ouais, de voilà. l'original, parce que c'est pas toujours très beau ce qu'il faisait Takahashi. Hein. Mais du coup, tu le conseillerais à partir de quel âge? Oui, c'est pour qui? Ouais. C'était ma question aussi. Ouais. Franchement, Ouais. dès 7-8 ans, Ouais. sans souci. Ah, bah quoi. ça, c'est cool alors. Ouais. Non, C'est- mais déjà le Tsubasa original, mais c'est juste qu'il était vieillot. Oui, Il mais y a voilà. juste un truc qui me bloque, mais exactement comme pour l'anime, je me suis dit qu'ils allaient un petit peu repenser les personnages féminins. Ah ouais, non, tout le monde avait dit. Non, les dans le nouveaux, Kids Dream, ouais. il a pas été beaucoup Ils ont pas été repensé. jusque-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier entraîneur du gardien. Et c'était un mec un peu à la dure parce que le gardien, vous savez, c'est un garçon qui avait des moyens, qui avait un entraînement privé, Ouais. un terrain d'entraînement privé, et ainsi de suite. Il y avait des joueurs pros qui venaient s'entraîner avec lui alors qu'il avait 15 piges, et ainsi de suite. Et l'entraîneur était à la dure, il lui met une grosse baffe dans la tête. Bah, elle est restée dans ce tome 1, cette Ah. grosse baffe dans la tête. On n'a plus le droit de faire ça. Non, on n'a plus Non. le droit. C'est pour ça que voilà, je préfère le dire si vous le lisez avec vos enfants. Sachez que vous avez juste ça à checker. Ouais, voilà. Juste- Juste à découper dans votre Non, manga. non, mais juste vous en parlez avec. Bah oui. Mais dès 6-7 ans, il y a aucun souci. C'est super limpide et c'est ultra efficace. Dernier manga de sport et j'ai envie de dire avant-dernier manga de sport et en même temps pas vraiment un manga de sport. Ah bah, Oh là décide-toi. là, beaucoup de suspense, beaucoup de suspense. Saotome Love and Boxing, c'est en 10 tomes, c'est de Naoki Mitsuguchi, c'est un seinen scolaire encore issu du même magazine que Aohashi ou Yaora. Mhm. Et cette fois, c'est sous l'angle de la boxe et de l'amour qu'on voit le sport. Elle, c'est la star de la ville, championne de boxe, proche d'un combat très important. La finale, toute la ville est derrière elle. Et là, elle décide de déclarer sa flamme à un garçon du club de boxe. Pas très grand, pas très fort, mais peu importe, elle l'aime. C'est comme ça. Ouais. Et lui, il est impressionné par la jeune fille et il refuse totalement de sortir avec elle. Bah, il est Pourquoi super peureux. Ouais, mais il refuse de sortir avec elle parce qu'il a peur de lui faire perdre son prochain combat.
Mais elle Ah, va oui, pas c'est se laisser faire, elle va insister, et il y a une relation un peu secrète qui va démarrer entre ces deux-là, mais la ville ne doit pas le découvrir, le lycée ne doit pas découvrir, personne ne doit découvrir leur idylle. Et elle, pendant ce temps-là, découvre l'amour avec lui, et c'est l'amour vu par le prisme d'un couple totalement mal assorti, parce qu'elle est grande, belle, musclée, et lui pas du tout. Ouais, mais enfin moi j'ai trouvé que c'était hyper touchant. Parce que voilà, ça parle du poids ou comment dire, de l'image que tu vois, tu projettes sur les gens sans forcément les connaître. Et on l'a vu même là à Roland-Garros. Voilà, la pression que ça donne à certains joueurs de devoir représenter des valeurs, des pays, des machins. Et là, c'est le manga où la petite, elle est là pour dire, bah non, moi, je veux aller au cinéma avec lui, tu vois, genre des trucs comme ça, c'est super mignon. Et puis ça s'inscrit dans une longue tradition qui mélange sport et amour. Adachi, Adachi a imposé le manga sportif de cette manière. Mais j'ai l'impression quand même que ce serait pas aussi lourdingue que chez Adachi. Bien sûr que non, c'est beaucoup plus léger. Ouais. Mais bon, on a quand même le triptyque, voilà, sport, scolarité, amour. Yeah. Et Tout pour l'été. C'est ça. Et la sortie de ce titre m'a aussi fait prendre conscience d'un truc, c'est qu'il y a une sorte de kiff, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, sur les filles hyper musclées dans les mangas. Ouais. J'ai l'impression que les dessins des abdos féminins, ça a un truc, je sais pas, j'ai pas compris, mais j'ai l'impression qu'il y a ça, et qu'il y a même un mot au Japon pour définir ça. Ah, tu sais, il y a des mots pour tout au Japon. Et j'ai l'impression qu'il y a un mot pour dire qu'on aime les filles, c'est du filles dessinées musclées. Putain, mais c'est à cause de toi. J'ai eu une pub sur Facebook dernièrement d'un café. Pourquoi c'est à cause de moi? Parce que t'as dû écrire ça quelque part dans un groupe ou je sais pas, mais j'ai eu une pub d'un café spécial avec des filles méga musclées au Japon. Et tu vois la photo, c'est vraiment les filles qui font du culturisme. Moi j'ai pas eu cette pub. Pourquoi tu ne partages pas? Mais parce que je me suis dit, c'est bon, c'est un truc de fou, je passe, je vous enverrai ça plus tard. Mais quand tu vois la photo, tu fais, ah ouais, je prends une patate. Je vous l'enverrai. Avec Sao-Tome Love Boxing chez Doki Doki, on était à cheval sur une sélection sport, Jeux Olympiques et sélection amour et tendresse. C'est un peu la même chose pour Welcome to the Ballroom qui sort là aux éditions Noévé Graphics. C'est un shonen manga sur la danse de salon. Ouais. Et le parcours d'un jeune collégien qui va se découvrir une passion pour cette danse, signé donc par la mangaka Tomo Takeuchi, et qui a réussi à faire comprendre le langage du corps au lecteur dans ce manga très étonnant. Ouais. Et puis il y a quand même l'esprit compète, tu sens déjà rien. Ouais, c'est. Mais tu sais, c'est ça qui est fort avec le manga. Tu sais, c'est un médium où on peut te faire rentrer dans des univers et des mondes dans lesquels on serait jamais allé de nous-mêmes. C'est clair. Parce que moi, clairement, la danse de salon, mais c'est pas du tout mon truc. Je vois pas de quoi tu parles. Moi je danse dans ma salle de bain sur ma musique, mais ça s'arrête là, tu vois. J'ai même jamais regardé Danse avec les stars, c'est pour vous dire. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais regardé. Et pourtant, je suis rentré dans ce manga avec une facilité déconcertante. Et j'ai trouvé ça bien, vraiment. Le perso principal, il est exactement comme moi. Il a que faire de la danse, mais il va quand même se retrouver empêtré dedans et il va adorer. Ouais. Et puis ça utilise tous les codes des mangas de sport et des mangas scolaires, donc voilà, c'est parfait. C'est un peu, ça m'a fait le même sentiment que Blue Period. Je dirais que c'est le Blue Period de la danse. Mais non, mais ça c'est cool. Et puis moi je trouve que depuis quelques temps là, y a plein de séries, de médias, de divertissements où la danse ça revient un peu sur le devant comme vraiment étant quelque chose de, tu vois, de vraiment un art à part. Ouais, peut-être. Et donc, je trouve, enfin, rien que ça, c'est vraiment enthousiasmant, quoi. Depuis TikTok, ça. Ouais, c'est ça. Merde, c'est ça. Grâce à TikTok. Bien vu. C'est le maître des flux qui parle. On passe, on est donc maintenant on est dans une sélection amour et tendresse parce que dans Welcome to the Ballroom il y a aussi une histoire d'amour naissance pour la danse bien sûr, mais histoire d'amour tout court. Autre histoire d'amour, c'est dans Insomniac, un manga en 6 tomes qui est toujours en cours au Japon. L'histoire de Ganta, un garçon insomniaque, et du coup il dort pendant les cours, il dort à l'école et forcément ça l'isole des autres. Mais un jour il va le découvrir Isaki, une camarade du bahut qui est en train de dormir dans la salle d'astronomie, une salle qui est dite maudite. Et elle est aussi insomniaque comme lui. Et ils vont peu à peu transformer cette pièce, la salle d'astronomie, en une salle de sieste en cachette. Mais pas pour faire des choses bizarres. Hein. Non, attention. pour dormir. Pour dormir, peu à peu. Et ensemble, ils vont trouver cette voie vers le sommeil. C'est une très jolie histoire, Insomniac. Oui. Moi, j'ai trouvé aussi... Enfin, c'est vraiment une histoire
super en douceur. Enfin, les persos sont hyper touchants. C'est pas des gens à problème. Enfin, en tout cas, pour le moment, on sait pas. Hein. Mais ouais, c'est reposant de voir des persos dormir aussi. Non, mais... Je suis super intrigué. Moi, la lecture du chapitre 1, je l'ai trouvée douloureuse. J'ai trouvé ça vraiment pas bon. J'y arrivais pas. Et je me suis dit non, mais je vais continuer. Oui. Parfois, quand j'y arrive pas sur le chapitre 1, je m'arrête. Point. Là, je savais qu'il fallait que je continue. Et je suis arrivé à un réel plaisir sur la lecture finale. J'ai trouvé ça vraiment chouette à la fin. Oui. Et puis moi, je trouve que c'est une autre façon de parler de l'adolescence, quoi, qui est assez inédite. Et c'est bien, enfin, d'avoir essayé de changer le prisme. Oui, voilà. De parler de l'adolescence à travers l'insomnie, c'était pas quelque chose qu'on attendait et qu'on avait envie de voir. Justement, on n'en avait pas besoin. Mais l'auteur nous offre quelque chose qui nous satisfait amplement. Enfin, si je me trompe pas, avec tout ce qui est smartphone, tablette et tout ça, c'est vrai que il y a des problèmes d'insomnie en ce moment. Sûr. Enfin, déjà nous, les adultes, on dort moins, mais je sais que les ados aussi sont très impactés par ça. Enfin, quand tu lis toutes les histoires de harcèlement en ligne, etc., bah, ça a un impact, c'est qu'ils n'arrivent plus à décrocher de leur téléphone et qu'ils sont comme nous super scotchés dessus. Et je trouvais que c'était bien parce que, enfin, je sais pas toi si t'as eu cette impression, Max, mais il y a tu sens qu'il y a quelque chose qui est un peu mystérieux, quoi, sur cette insomnie-là. Enfin, oui, mais tout comme l'histoire autour du club d'astronomie qui est censé être maudit, aussi, tu vois, il y a quelque chose qui va... les écoles maudites. Il y a quelque chose qui va se passer, je sais pas, mais effectivement, c'est un manga avec une part de mystère, parce que l'insomnie est un mystère en soi. Normalement, on est censé avoir besoin de dormir, on est censé s'endormir. C'est pas normal, et pourtant, ça arrive à beaucoup d'entre nous, nous-mêmes d'ailleurs. Et c'est un manga aussi sur l'amitié ou l'amour naissant, je sais pas de quel côté on est pour l'instant avec le tome 1, et des câlins, parce que c'est en se rapprochant l'un contre l'autre qu'ils arrivent à dormir, surtout pour elle. Oui, et puis je pense qu'il y a le dessin et le propos sont réalistes et c'est agréable. Tout à fait. C'est un dessin assez original pour un manga, moi je dirais assez shoujo quand même. Enfin, même si je dirais pas shoujo, mais on sait pas en fait. Ça s'appelle Insomniac et c'est aux antipodes d'un autre manga tout en amour et en tendresse également, qui s'appelle The Elf and the Hunter, Julie. Et oui. Alors là, moi, c'est ce que j'appelle la choupi fantasy. Mais bon, je vais vous faire le pitch, comme on dit d'abord. Et donc, on va suivre donc dans un univers fantastique avec des dragons, avec de la magie. Donc l'atelier d'un elfe qui s'appelle Magritte. Et donc Magritte, son travail, c'est de confectionner des artefacts magiques sur commande. Et elle a besoin de matériaux. Et c'est donc Yura, son ami, qui est également son employé, qui est son chasseur attitré. Et donc ils fonctionnent tous les deux comme ça. Donc lui il va chasser les monstres, la magie, les machins, et elle les fabrique des objets qui vont permettre à des aventuriers d'accomplir des quêtes, etc. Et tous les deux vivent dans une sorte de bulle, de bienveillance, de confort. En fait, c'est ça. Ils sont dans leur petite maisonnette, ils ont leur routine, leur petit potager, etc. Et c'est super mignon. Et c'est exactement comme tu disais, choupi mignon. Ah mais oui. Avec de la fantaisie. Voilà. Exactement. Et on sait pas trop à quoi s'attendre quand on ouvre le manga, mais on est content. Voilà. Et donc c'est un titre qui est édité chez Square Enix, qui est terminé en 5 volumes au Japon, et là qui donc est édité par Soleil, et les dessins donc de Umetaro Aoi, et ils sont hyper agréables. Enfin, il y a une fluidité, et des fois il peut y avoir un peu d'action, et c'est... Et ça ne... Enfin, comment dire, c'est intéressant de voir que le trait qu'il a, ça permet donc de faire intégrer des choses comme la chasse au dragon dans une sorte de quotidienneté, de routine de la fantaisie, quoi. Je crois que c'est ça juste le but du manga, en fait. C'est du quotidien dans un monde qui n'est pas le nôtre. Ouais, le jeu, il va se situer à ce niveau-là. On voit le quotidien d'un couple naissant, mais dans un monde décalé, un monde qui n'est pas le nôtre. Oui. Et c'est mignon, mais c'est juste qu'on a déplacé le curseur
chasseurs sur monde de fantasy. Voilà, mais après, oui, l'autre plot important, c'est que voilà, ils en sont au début d'une histoire et bien qu'ils vivent ensemble depuis un certain temps, mais ils vivent ensemble en tant que elfe, maître artiste et employé chasseur. Voilà, mais en même temps non, parce qu'il y a assez vite un flashback où tu comprends que lui, elle lui a sauvé la vie. Elle est beaucoup plus âgée que lui, même si. C'est une elfe. Elle est, voilà, mais elle est toute petite. Et lui, il est très grand. Enfin, il est devenu très grand. Et depuis que voilà, elle lui a sauvé la vie quand il était enfant, lui, il a une espèce de dévotion, mais sans borne et tout. Et c'est marrant parce que, c'est Cagnard qui disait toujours que voilà, il avait un peu de mal quand le design n'était pas. Enfin, lui faisait penser que le personnage était trop jeune, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est pas raccord. Ouais, mais ça a toujours été le cas pour les elfes, finalement, depuis la nuit des temps dans je sais pas, parce la culture populaire. Ouais, mais tu vois, genre, avec le Seigneur des Anneaux, bon, on a la... Orlando Bloom, il avait l'air tout jeuneau, hein. Ouais, mais Elrond, il est pas jeune, hein. Oui, non, mais tu vois, ils sont grands. Alors que elle est toute petite. C'est vrai. Elle fait vraiment... Mais Kate Blanchett, gamine. elle était pas très grande. Ah ouais, mais elle fait grande. Mais les effets spéciaux font qu'elle est beaucoup plus grande que les hobbits. En tout cas. Je sais pas, moi, les elfes, ça a toujours été acquis qu'ils devaient avoir l'air jeunes, point. Ah oui, non. Mais je sais pas, c'est un acquis que j'avais, un principe comme ça. The Elf and the Hunter, donc la suite avec un autre de tes coups de cœur, Julie, qui s'appelle Les Caprices de la Lune. Ah ouais, alors là, c'était vraiment une grosse surprise. C'est dessiné par Kyuichi Lamune. Au Japon, c'est édité, donc c'est toujours en cours, hein. Il y a déjà 6 volumes parus parce que la série a commencé en 2019 et donc c'est chez Bessetsu Margaret et là c'est édité chez Soleil. Et donc on suit le quotidien de Ayumu qui arrivait au lycée, se pensait tranquille et elle se rend compte que le garçon qui n'a pas arrêté de l'embêter pendant tout le collège est en fait au même lycée qu'elle. Et bien sûr ils sont amis d'enfance, etc. Il s'appelle Luna. Ça sent l'histoire d'amour. Et elle se dit je vais me venger de tout ce qu'il m'a fait subir parce que je suis 1 an plus âgée que lui et je vais le faire tourner en bourrique. Évidemment ça ne se passe pas du tout comme elle l'avait imaginé. Et là où on se dit ça va être cruel, il va pas arrêter de lui la faire tourner en bourrique, etc. Oui et non, parce qu'on se rend très vite compte que ce qui l'intéresse lui, c'est qu'elle s'intéresse à lui et qu'il n'arrive désespérément pas à lui plaire comme il voudrait lui plaire lui. Et elle est obnubilée par son idée de vengeance, de mesquinerie, alors que en fait, c'est ça qui est hyper touchant, c'est qu'elle est pas du tout mesquine, elle est super attachante et elle sait très bien que c'est son amie d'enfance, que même s'il l'embête, il n'a pas un mauvais fond, etc. Mais elle le voit pas du tout. En fait, il s'est fait friendzoner, mais à tellement de fois qu'il va devoir ramer pour attirer ne serait-ce que l'attention sur lui comme étant une possibilité de petit copain, quoi. Enfin, c'est hyper touchant. Plutôt parce que, humour ou plutôt émotion ? Eh ben, ça joue très bien sur les deux plans. Et il y a une espèce de ping-pong comme ça qui est génial dans les dialogues parce que à chaque fois lui il essaye de lui sortir des pics pour lui faire genre hey je suis un beau gosse et puis elle ça tombe à plat parce que elle a pas du tout compris le sous-entendu ou ça l'intéresse pas du tout avec lui, etc. Et c'est comme un pendule, il y a une espèce de mécanique, c'est bien huilé, tu te dis et en fait ça marche à tous les coups, ça tape là où il faut et c'est très précis et c'est très agréable. Ça s'appelle Les Caprices de la Lune. La suite de cette émission, c'est avec une sélection bagarre, action et aventure. Bizarrement, c'est là où il y a le plus de titres. Bagarre, action et aventure. On commence dans cette sélection par Tetsu et Doberman. L'histoire se situe 13 ans après la disparition du plus grand héros de la planète. C'est une planète imaginaire, hein. Et on retrouve 13 ans après donc un orphelin, un adolescent, Tetsu Himukai. Il bosse à mi-temps et il est fan de ce vieux héros, Big One Kurogame, et de son binôme Doberman, un chien anthropomorphe. Car dans ce monde, les chiens ont évolué et sont humanoïdes. Et oui, mais ils ont d'autres capacités, et ces capacités, Dobby, pour les intimes, il va les mettre au service de Tetsu pour en faire le nouveau héros dont le monde a besoin. On est dans une version revisitée du chaboté. On part sur la thématique de l'héritage et comment un enfant venu de rien peut devenir le maître des lieux sous la coupe d'un chien qui tire les ficelles. Donc voilà, là c'est le chien des beautés, quoi. Ouais, j'avais pas pensé au chaboté, c'est vrai. Moi en tout cas j'ai trouvé ça assez fun. J'ai plutôt pensé à un mix de My Hero Academia avec le gros héros, les héros qui a disparu, quoi. Un peu de Pokémon parce que finalement ils sont deux avec un petit attaquant qui l'envoie
ou qui l'aide en tout cas, et un peu de Hunter x Hunter parce que c'est des chasseurs quoi. C'était un bon moment de lecture. Je suis d'ailleurs très très fan des pouvoirs de la synchronisation du chien avec l'humain. Parce que du coup, ils marchent en binôme, les héros chiens et humains, et ils font une synchro. Et les limiers, c'est comme ça qu'on appelle ces chiens humanoïdes, ont 4 pouvoirs. Et dans les 4 pouvoirs spéciaux, il y a la communication par télépathie, pratique. Il y a la synchronisation qui permet de partager la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Parce que forcément, les limiers ont des sens beaucoup plus développés. Il y a le détecteur sensoriel, tu sais, ça fait comme des pouvoirs comme le naine. Et lui fait ressentir les émotions sous la forme d'odeur afin de pouvoir localiser un adversaire, anticiper ses actions, etc. Puis il y a l'aboiement, et l'aboiement c'est stylé parce que grâce à l'aboiement il y a toute la force physique et la puissance du binôme du personnage humain qui sont multipliés pour un temps limité. Et après t'as chaque limier qui possède des propres capacités. Donc Doberman, lui, c'est un pouvoir d'accélération sans équivalent. Et ça permet de faire des combats plutôt chouettes. Des combats rapides en une page, c'est ça. Avec beaucoup de bienveillance. Non, c'est vrai que c'est assez bienveillant. Moi, franchement, j'ai bien aimé cette lecture. C'était vraiment agréable. Tu m'as bien mis le seum en me disant que ça serait qu'en 3 tomes. C'est en 3 tomes, exactement. C'est un shonen donc de Square Enix, super bien dessiné par un auteur qu'on avait pu remarquer notamment pour le dessin avec le manga Buchimaru Chaos, si vous vous en souvenez. Ouais, c'était sympa. Autre manga d'action et de bagarre, Tetsuo Doberman, c'est donc chez Doki Doki. Maintenant on va partir chez Casterman Saka pour un manga qui se situe en Mongolie et qui s'appelle Fenrir, Julie. Oui. Et donc ça raconte le début de celui qui sera mondialement connu comme étant Gengis Khan. Donc c'est Temujin qui se retrouve à la tête de son clan. Il se retrouve à la tête de son clan parce qu'il est le fils aîné. Et donc il y a plein de responsabilités qui lui tombent dessus. Et lors d'une attaque, il est laissé pour mort et il va rencontrer ce qu'il y a au fond d'un lac. Et il y avait toujours eu des légendes autour de ce lac et peut-être que ça va changer sa vie et le cours de l'humanité. Enfin bref. Côté très, très arthurien. Ouais, c'est hyper... c'est chevaleresque, c'est épique. C'est super... une très bonne surprise pour moi. Et j'attends de voir comment ça va se développer parce que il y a ce contraste entre une histoire, quand même c'est la guerre, c'est des propos assez durs, etc., avec toute la question de qu'est-ce que c'est qu'avoir des responsabilités, être un leader pour un homme assez jeune en fait. Et surtout il a l'air très bien élevé, très gentil garçon. Oui, et en fait c'est ça. Et le dessin prend ce côté-là de sa personnalité. Il est très doux. Et on sait que ça devrait devenir l'unificateur, mais aussi le terrible... Ouais, la terreur des steppes. La terreur des steppes, donc ça c'est marrant, tu vois. Et surtout c'est un manga d'action comme Square Enix c'est vraiment offert. On est dans le même magazine que les carnets de l'apothicaire, que Blue Ice Sword, que Goblin Slayer. Ouais. Donc on sait que c'est très bien drivé, très, très bien géré. Et ça sent la très belle épopée. C'est toujours en cours et c'est en 2 tomes seulement. Ouais. Donc on suit la publication japonaise avec Fenrir. Et est-ce qu'on a que des mangas Square Enix ou ça se passe comment? Parce que dernièrement j'ai vu Square Enix. C'est parce que je les rassemble, tu sais. Mais si tu veux, là on va partir sur une création Kiun. Ah, c'est bien ça. Voilà. J'ai lu un petit truc d'ailleurs, le LinkedIn d'Ahmed qui saluait Tsugumi Project qui a été racheté au Japon. Et Ahmed Agne, le directeur et cofondateur de Kiun Edition. Et qui parlait justement ils ont publié en France Tsugumi Project avec cet auteur japonais qui a galéré des années en tant qu'assistant et qui est très content du coup d'avoir eu sa série en France. Et maintenant les Japonais ont pris la licence pour le publier au Japon. Donc tu vois, c'est quand même un bon truc. Voilà, ça fait plaisir. Ouais. Et ça fait plaisir surtout que Kiun il laisse faire les auteurs sur un autre modèle que le modèle japonais. Ainsi ils vont pas forcément demander un tome 1 ultra impactant, un chapitre ultra punchy. Ils vont laisser 1-2 tomes pour que l'auteur installe son histoire et puisse ensuite se dérouler. C'est pour ça aussi que parfois sur les mangas et les créations Kiun, on a des tomes 1 qui changent par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, comme c'est le cas là pour l'Éden des sorcières où on sait pas trop à quoi s'attendre. On est dans un monde où la nature a laissé tomber l'homme, elle est incapable de coexister pacifiquement avec lui, ou plutôt c'est l'homme qui est incapable de coexister pacifiquement avec la faune et la flore, et donc la nature a décidé de vivre en cachette. Bah ouais, c'est ça, elle décide de vivre cachée et les terres sont donc désormais désolées, arides, sèches. Et on découvre qu'il existe en revanche des lieux entretenus par des sorcières qui, elles, savent encore comment faire pousser des plantes.
des sorcières qu'on a rendues responsables de la disparition de cette faune et de cette flore. Et on va rencontrer l'une d'elles, ou plutôt une aspirante sorcière, Philly, qui va partir en quête de l'Éden, un jardin magnifique, dit-on, réservé à l'élite des sorcières, un manga donc original Kiun, qui n'est vraiment pas développé comme les autres. On prend son temps dans ce tome 1, un peu comme on peut le faire dans la BD, et on n'est pas sur un chapitre 1 ultra accrocheur, ultra punchy, ultra limité en 40 pages quoi. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile de toute façon de se prononcer avec juste un tome 1, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une lecture agréable. Donc, et moi, vraiment, le point positif, c'est que tu sens le potentiel de l'aventure. Tu vois la globalité, tu vois ce que ça peut donner. Et moi j'attends beaucoup justement là-dessus. Il ne faut pas juste s'arrêter avec ce tome 1. Avant de lire le manga, j'avais lu l'interview de la mangaka dans le Kiun Magazine qui était sorti en début d'année. Elle parlait exactement d'Umeji, elle parlait de ses influences. Ouais. Et ça m'a passionné en fait. Ses réponses m'ont passionné. Ses influences, j'ai fait mais ok, c'est super. je veux te suivre sur le dessin. Et finalement, après en lisant le premier chapitre, j'ai fait mais c'est très beau, mais c'est magnifique, j'ai envie de connaître ça. Avec les designs végétales, ça me fait pousser des éclats de plaisir. C'est vrai que le thème, c'est un croisement entre l'écologie et l'inquisition des sorcières, quoi. C'est assez original. On n'a pas... Ouais. Bah moi, c'est super dommage, mais parce que j'ai pas réussi à rentrer dans ce tome 1. Donc je me dis, c'est un tome 1, voilà, on peut pas, comme tu dis, Johnny, on va laisser le temps. Mais ouais, j'étais déçue parce que je voyais que tu vois le potentiel, voilà. Mais t'arrives pas et j'arrive pas à entrer dans le truc, alors bon. La frustration. C'était un peu l'Éden des sorcières, création Kiun qui vient de sortir là. La suite, c'est combat avec Kengan Ashura. Oui, de l'éditeur Meian. Au dessin d'Aroméon. J'ai réussi à le dire. À chaque fois, le mec, il a fait exprès d'interchanger les syllabes, ça m'énerve. Et du coup, d'Aroméon au dessin et au scénario Yabako Sandrovic. Je pense que c'est un pseudo, mais je ne suis pas sûr. Alors ça se déroule dans un Japon contemporain, toujours. On va suivre un petit employé de bureau quelconque, d'une société japonaise fictive, mais qui semble quand même très connue dans le manga en tout cas. Ce petit employé s'appelle Kazuo Yamashita et il va se retrouver du jour au lendemain manager, ou plutôt assistant d'ailleurs, finalement, du champion caché de l'entreprise. Alors qu'est-ce que j'appelle le champion caché de l'entreprise ? En gros, depuis des siècles maintenant, il y a des désaccords entre les grandes entreprises qui sont réglés sous forme de combats, qu'on appelle les combats de Kengan, et pour cela, chaque entreprise choisit des représentants qui vont combattre pour eux, et souvent à main nue. D'ailleurs, c'est à main nue surtout, et avec certaines règles. Et en gros, le gagnant du combat fait aussi gagner son entreprise sur le litige en question. Là, par exemple, dans le tome 1, on parle de remporter un contrat de construction, et il y a 2 entreprises sur le coup. Bim, combat entre les champions pour savoir qui prendra le contrat. Voilà, en gros, ce pauvre petit employé de bureau, Kazuo Yamashita, va découvrir un monde violent, dark et bien sanglant. C'est quand même mieux que les appels d'offres. Oui, voilà, c'était exactement ce que je me disais, mais genre les appels d'offres 2.0. J'adore ce concept qui est un concept tout droit issu des séries de SF. Ouais. Tu sais, tu t'imagines ça dans l'espace. Maintenant, dans l'espace, l'homme ne résout les conflits qu'à travers des combattants sur lesquels il mise. Ouais, c'est ça. Le Kengan Ashura. On règle tous les différents commerciaux en engageant des combattants. C'est génial. En tout cas, c'est pur combat, pur plaisir, quoi. C'est très simple et tout le monde s'y plie. Il y a le combat, t'as perdu. Personne va se rebeller contre ce truc-là, toi. Et surtout, c'est un tournoi gigantesque parce qu'en fait, très vite, on va tomber sur 32 combattants pour un tournoi, tu vois, 16e de finale, classique, et 32 mecs, et c'est sans ellipse. On va voir tous les combats et les flashbacks de tous les mecs. Voilà. Donc, le mec, c'est super content. Ouh. Non, mais ça donne du non, mais c'est bien aussi d'avoir du background. Tu vois des personnages, t'as du background, c'est important. Puis moi, j'ai toujours kiffé les mangas où on fait s'affronter différents styles de combat. Tu sais, c'est très gaming, c'est très Tekken, quoi. T'as un judoka contre un mec qui fait du taekwondo et ainsi de suite. Moi, j'aime bien ça. Ça marche, c'est efficace. T'as Eddie Gordo contre Kazuya Mishima et bim, quoi. Exactement, ou contre Armor King. En tout cas, c'est le manga pour Cagnard qui n'est pas là, mais on pense à toi. La suite avec 008 Apprenti Espion, c'est l'anti-mission Yosakura et l'anti-Spy Family, non ? Ouais, complètement. Anti, non, parce que ça se ressemble quand même, on en parle un peu plus. C'est l'auteur de Kenichi, Shun Matsuena, édité chez Kurokawa pour les deux. On est toujours dans un Japon d'aujourd'hui. Donc on va suivre un petit jeune lycéen qui se retrouve sans lycée
parce qu'il a passé tous les concours, mais il est pris dans aucun. On lui a refusé l'entrée partout, mais il va quand même recevoir une lettre d'admission pour une école dont il ne se rappelle pas avoir passé le concours. Et pour cause, il l'a pas fait en fait. Et il va découvrir rapidement que ce n'est pas une école ordinaire et qu'on forme en fait les futurs agents secrets du pays. C'est une école du FBI, c'est un cours antico-scolaire. C'est un peu ça. Pour moi, je l'ai mis en concurrent direct de Mission Yozakura parce que clairement, on parle d'espions. Bon, ok, eux, ils parlent d'agents secrets, mais en vrai, c'est des espions. Hein. C'est juste le vocabulaire qui change. Et Sazo, aussi bien dans l'humour, moi la fin m'a fait rire. La dernière page, le mec, il fait enfoiré. Quand tu le vois, je vous dis pas la dernière page, ce sera drôle. Mais moi, ça m'a fait rire. Et pour moi, ça se vaut. C'est pas un anti, c'est un. Non, mais concurrent. l'objectif de Apprenti Espion, c'est de nous faire marrer. Et voilà, ça marche. Ouais. C'est tout. Alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de fans. Enfin, tu crois qu'il y a beaucoup de fanservice au début, mais quand même, tu vois zéro culotte. Jamais, il y a zéro culotte. Tu vois des jupes courtes, mais jamais de culotte. Et j'étais, il est fort. Et c'est jusqu'à la fin où il y a la scène de douche, tu fais, non, dommage. Non, c'est totalement fanservice, c'est l'auteur de Kenichi. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est l'auteur de Kenichi, quoi. Donc voilà, ce que vous voyez sur la couve, c'est ce que vous allez voir dans le manga. C'est assumé. Et c'est comme ça, et il s'en sert aussi pour servir l'humour. Si ça marche pas sur vous, passez votre chemin. Mais je sais que ça plaît à beaucoup de monde. Non, et, moi, et franchement, c'est efficace, quoi. J'aurais pensé pire. Toi, Kenichi, par exemple, pour moi, est pire. Pour le coup, je l'ai lu, je l'ai feuilleté quand même quelques tomes, et en termes de fanservice, c'est limite toutes les pages. Alors que là, franchement, ça va. Pour l'instant, t'as une histoire. Pour l'instant, on n'a pas ça, voilà. Pour l'instant, sur le tome 1. 008 Apprenti Espion, c'est aux éditions Kurokawa. Changement d'univers, mais science-fiction totale pour Lonely World aux éditions Kiun, Joe. Oui, Lonely World aux éditions Kiun, c'est une auteure du nom de Neko Iwatobi. On sait pas trop à quelle époque on est, hein, mais bon, ça ressemble à un futur proche, c'est de la science-fiction. En gros, on vit dans un monde peuplé de golems, qui c'est en fait un autre mot pour dire qu'on est avec des robots, qui remplissent toutes sortes de fonctions pour aider les humains, genre vendeurs, réparateurs, cuisiniers, barman, etc. Et tous ces petits golems font leur boulot, sauf qu'ils n'assistent plus aucun humain, car ils semblent tous avoir disparu. Il y a plus d'humains, on voit que des golems, sauf une petite fille du nom de Shi, qui se retrouve poursuivie par des sortes de golems policiers qu'on appelle des cônes ici, des cônes parce que leurs têtes sont en forme de cône comme un cornet de glace mais à l'envers. Bref, elle est poursuivie, mais bien entendu un golem va l'aider et commence alors l'aventure pour la sauvegarde de l'humanité. Phrase classique de fin de pitch science-fiction post-apocalyptique. Ça t'a fait penser un peu à Earth Gear, non? Oui, forcément, parce que déjà quand t'as qu'une humaine, t'es une petite fille, voilà, c'est un peu évident. Le dessin est carrément différent. Le monde a l'air plus un peu, arabique, si je puis dire. C'est un mélange étonnant de, je sais pas, Yotsuba, Earth Gear et Je suis une légende. Tu vois. Ouais, c'est vrai ça. C'est très étrange comme mix, mais pourquoi pas? Ouais, non, ça peut marcher. Après, il y a énormément de questions qui entourent ce tome 1. Pourquoi elle est toute seule? Où sont les humains? Est-ce qu'elle a été fabriquée par les golems? En vrai, on se pose énormément de questions. Pourquoi les golems sont toujours en activité? Au bout d'un moment, ils devraient s'arrêter. Mais je sais pas, moi, j'ai tourné les pages, je voulais en savoir plus. C'était assez sympa. Et contrairement au manga dont je vais parler juste après, est-ce qu'on pose les bases de l'univers? Est-ce qu'on t'explique l'univers et le background? Je sais pas. Franchement, il y a les bases de l'univers qui sont posées. Hein. Forcément, faut quand même un peu poser tout ça. Il n'y a pas d'explication. Je sais pas, moi, je ressens un petit manque en fait. Je sais pas si c'est le dessin ou si c'est un vide dans l'histoire ou je sais pas comment l'expliquer en fait. T'es au même niveau que la petite fille en fait. Non mais c'est vrai que Max va parler de Terrarium et pour comparer à Terrarium, c'est plus détaillé j'ai l'impression dans Terrarium que dans Lonely World. Après c'est peut-être voulu aussi. Hein. Moi j'ai l'impression que dans Terrarium c'est moins développé. Mais moi, je sais pas, moi je trouve au niveau des décors, au niveau de... oui, alors c'est autre chose. Je parle de deux choses, il y a les décors, mais même l'histoire, c'est moins développé dans Terrarium, mais t'as plus d'explications sur le contexte, genre les colonies, genre les trucs, ouais. Ça n'arrive pas au début. En tout cas, Lonely World, ça c'est le manga de science-fiction en ce moment qui est édité chez Kiun. Mais je pense qu'en fin d'année, on reviendra sur tous les mangas de SF qui sont sortis cette année. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Yes. Et il y en a eu beaucoup de très bien. Bah ouais, en plus. Et il faut qu'on s'arrête dessus, s'il y a plein de choses à dire. Terrarium, je vais faire vite, mais là aussi, normalement, il y aurait plein de choses à dire. Terrarium, c'est l'histoire de Chico et Pino. Pino, c'est le même nom que le robot dans Eden Zero. Voilà. Et Chico, c'est le même nom que... Non, vous voulez pas savoir. Tu voulais pas savoir. Chico et Pino qui explorent des colonies délabrées et on rencontre tout un tas de robots qui continuent à exécuter leurs tâches comme si de rien n'était. Un peu comme des golems. Parce que oui, c'est un monde qui n'est plus peuplé et donc on est en route pour l'exploration.
Et c'est tout. C'est très contemplatif. Hein. C'est malin, mais c'est intriguant. D'abord, on te plonge dans le monde sans explication, et puis peu à peu, on va te donner du background. Résultat, tu tournes les pages pour en savoir plus. Là aussi, il faut donner les clés à la mangaka. Hein. Faut te laisser conduire. Mais tu vois, pour moi, je l'ai lu, c'est le dernier que j'ai eu de la sélection. Du coup, je l'ai vraiment en tête. Tu as plus de réponses aux questions que tu te poses. Genre, tu vois, le robot qui est avec elle. Tu sais qui c'est maintenant parce que c'est évident, t'as vu un petit peu flashback, donc tu te poses plus de questions là-dessus. Et pour moi, toi tu te posais plein de questions dans le tome 1, mais t'as quand même plein de réponses. Alors que le New World, tu te posais plein de questions, mais t'as pas les réponses dans le tome 1. Ouais, c'est un peu non, ça que je me dis. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je trouve l'un comme l'autre que ce sont deux mangas très mystérieux. Terrarium est plus contemplatif également. Hein. Faut pas avoir peur de s'attarder sur les détails. Ouais, voilà, c'est ça. Faut divaguer sur les pages. C'est pour ça aussi que c'est une bonne lecture pour l'été, parce que voilà, tu te laisses aller, tu prends le temps, tu te laisses aller, tu peux y aller. Terrarium, donc, c'est aux éditions Kléna. Dernière petite sélection de quelques mangas qu'on n'a pas réussi à classer. Non. Parce qu'ils sont bizarres pour certains. Je vais commencer d'ailleurs par le plus bizarre d'entre eux qui s'appelle Quand sonne la tempête aux éditions Akata. J'ai adoré ce manga. Et ben moi j'ai bien aimé aussi. Ultra coup de cœur pour Quand sonne la tempête. Mais on peut pas en parler des heures, faut que vous le lisiez en fait. C'est un thriller qui nous emmène dans une grande ville japonaise marquée par un très récent séisme. Et comme la nature est sympa avec l'archipel japonais, il y a un typhon qui approche maintenant. Et voilà. Et c'est ce jour-là que Sakai se retrouve embarqué dans une sale affaire qui va l'obliger à devoir se débarrasser du corps d'une inconnue pour des types louches. Des mecs qui l'invitent et qui lui font voilà, maintenant débarrasse-toi de ce corps pour nous. Et il a pas le choix, il doit le faire. Mais évidemment, cette affaire ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va mal se débarrasser du corps avec son pote de l'école, et le père de la victime va s'en mêler, et lui, il est pas content du tout. Et en plus, c'est un chirurgien, un médecin qui est pas net non plus. Alors comment Sakai va s'en sortir? Il peut pas se dénoncer. Il est dans l'impossibilité d'être aidé. Il peut même pas se suicider. Il peut rien faire. Et il va devoir s'en sortir. Il a 2 ennemis. Les mecs louches, les pseudo-yakuza, on sait pas trop. Ouais. Et le père de la victime. Qui est pas commode du tout. Qui est totalement en mode John Wick. Mais en mode John Wick sale. Ouais, complètement. Et pervers. Pervers. Et comment il va s'en sortir? Moi, c'est mon Gannibal de cet été. Vous vous souvenez? Cet hiver, je vous ai parlé de Gannibal. Bah là, c'est mon Gannibal gentil pour l'été. Attention, on n'est pas sur de l'horreur comme dans Gannibal, parce qu'il y a des scènes vraiment gore dans Gannibal. Mais là, on est sur du thriller, tout comme Gannibal, attention. Mais j'ai eu quelques réactions de plaisir de lecture similaires à Gannibal. Ça m'a fait des petits quelque chose comme ça. Notamment quand on ouvre le ventre du héros, je vous dis pas pourquoi, mais vous verrez, c'est génial. Voilà. N'ayez pas peur du tout. N'ayez pas peur. C'est une vraie lecture de soirée chaude. Tu sais, quand la température retombe un petit peu, ou alors quand on est bloqué chez soi par la pluie. Ah oui. Et bah alors là, tu lis Quand sonne la tempête, et ça, c'est parfait. Ah bah, c'est complètement raccord. Hein. Et c'est aux éditions donc Akata. La suite avec le manga le plus chelou de cette sélection. Ça s'appelle Raw Hero Joe. Et ben tu vois, je l'aurais vu chez Akata. Maintenant que tu le dis, c'est un titre que j'aurais totalement vu chez Akata alors qu'il est chez Soleil, certainement parce que c'est l'auteur de Prison School, donc, qui était aussi chez Soleil, donc Akira Hiramoto. On est dans un monde où les super-héros sont parmi nous, il n'y en a pas autant que dans My Hero Academia a priori, mais il y en a. On va suivre Chiaki, un jeune adulte pauvre de chez pauvre, mais qui doit quand même subvenir aux besoins de sa famille, qui se compose de son petit frère qui est au lycée et un autre petit frère qui est en primaire. Donc il enchaîne les entretiens pour trouver du taf et avoir de l'argent, mais il trouve jamais rien. Jusqu'au jour où il s'interpose et dénonce une agression sexuelle dans le métro, qui va lui donner au final l'opportunité d'acquérir un travail assez spécial. On ne sait pas trop d'ailleurs ce que c'est comme travail, je veux dire que ça va être un espion en mission d'infiltration. Oui, ça marche, c'est un espion, mais sauf que on oblige ce garçon à faire quelque chose d'assez spécial pour faire son métier d'espion. Alors, oui et non. Parce qu'en vrai, on l'oblige pas. C'est un concours de circonstances foireux. Et du coup, c'est pour ça, je vous laisse le découvrir. Bah oui. C'est assez original. En fait, il y a une orgie de fanservice sexuel dedans. Et là, on peut pas dire autre chose, c'est du fanservice sexuel. Je suis pas sûr que ça serve grand chose à l'histoire. Et malgré ça, c'est assez prenant. Franchement, contre toute attente, je m'y attendais pas du tout. On veut savoir la suite de ce manga. Alors, faut pas le lire dans le métro, hein, bien sûr. Non. Mais en vrai, c'est drôle. Il y a la traduction qui joue pour beaucoup. Il y a des jeux de mots, les situations absurdes. Et je sais pas, c'est un bon moment, même enfin, faut faire fi du cul, hein, bien sûr, parce qu'il y en a. Mais j'ai passé un bon moment, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a le fiduciaire, le fi du cul. C'est deux choses très différentes. Attention, faut pas se tromper, hein, notamment quand on travaille dans la finance. Voilà.
C'est limite du génie Ah bah. à ce stade-là, non? Mais pervers ou génie, ça devient un cas d'école. Hein. Enfin, l'auteur, comme tu disais, l'auteur de Prison School, on savait qu'il pouvait aller très loin dans des délires fortement sexuel, on va dire. Et là, il reprend les mêmes ingrédients et c'est dur de faire l'impasse parce qu'il a beaucoup de succès. Il a une certaine, un univers, quoi. Mais effectivement, on se pose vraiment la question, pervers ou génie? Je reconnais un talent incroyable à cette œuvre. Je n'accroche pas le moindre du monde dedans. Pourtant, il y a des passages tellement drôles. Ça ne me passionne pas, mais je reconnais que c'est quand même assez fantastique. Voilà. Mais en même temps bizarre. Non, mais je pense qu'il faut le lire pour se donner son avis. Moi, enfin, franchement, sans. Mais je suis pas sûr de comprendre cette œuvre et de comprendre cet auteur. Hein. Oui. Je suis pas certain. Moi, j'attends de voir plusieurs tomes parce que avec un tome 1, tu peux pas te dire voilà, cette série c'est de la merde. Ça punchline de la soirée. Mais clairement, non, je veux voir ce que ça va donner pour la une série bien plus courte que Prison School qui fait moins de 10 tomes. Raw Hero, donc la suite c'est avec Don't Call It Mystery, Johnny. Oui, de Yumi Tamura, dont on a déjà parlé avec Basara dans notre dernier podcast sur les mangas oubliés. Merci Julie, c'est aussi l'auteur de Seven Seas. Serviteur. Ne l'oubliez pas, je vais essayer de prendre ma voix de chronique criminelle. Dans un Japon contemporain, un jeune lycéen est accusé à tort du meurtre d'un de ses camarades d'école. Embarqué au poste de police pour interrogatoire, Totono, tel un Sherlock Holmes en puissance, façon Benedict Cumberbatch, va clamer son innocence en prouvant à la police qu'il n'est pas le meurtrier. Qu'il n'est pas le meurtrier. Oui, d'accord, j'ai tout cassé sur la fin, mais vous avez compris. On est dans New York, unité spéciale là. Voici leur histoire. C'est assez fou comment un manga de thriller enquête peut être aussi captivant alors qu'il y a zéro action dedans. Ah ouais. D'habitude on voit des personnages qui bougent, qui vont dans tous les sens, qui vont sur les lieux de l'enquête, tout ça, et là on reste dans la salle interrogatoire tout du long, mais je sais pas, c'est prenant. Alors c'est le début, parce qu'après j'ai lu un peu la suite, ils sont dans un bus, mais en tout cas le début ça bouge pas, le mec il bouge pas du tout. Le concept, c'est qu'ils sont dans un lieu clos à chaque fois et ouais, mais le bus il bouge dialogue, à la limite. Le bus il bouge, donc dans ta tête tu te dis c'est bon il bouge, mais là il bouge pas, il est enfermé dans sa pièce. Ouais. Et c'est quand même méga prenant. Oui. Et je sais pas comment l'expliquer. Je m'y attendais pas. Hein. Déjà, je pensais pas que c'était l'auteur de Basara. Je l'ai su après. Du coup, j'ai fait si tu m'avais dit avant, peut-être qu'avant, toi, j'aurais pas regardé. Les Josei, toi, c'était pas trop mon truc. Donc voilà. En tout cas, j'étais assez content d'avoir tant lu ça. mieux. Hein. Mais c'est génial parce qu'en fait dans le premier tome dès le début la façon dont il retourne la police c'est du Sherlock Holmes. Mais clairement simplement. C'est le Benedict Cumberbatch du manga. Ouais, mais il y a eu Sherlock Holmes avant Benedict. Ouais, mais toi, Benedict incarne le Sherlock à la perfection, même tu vois. Un peu, c'est vrai, et en plus Johnny est une Cumberbatch en plus. Mais non, mais quand tu le vois dans la série, qui part super vite, il déduit juste en regardant les machins. En fait, il fait la même chose dans le manga. Ouais, il a l'air plus posé quand même, Totono. Ah bah oui, il est assis sur sa salle d'attente. Ouais, et je sais pas, je l'imagine en train de parler lentement, tu sais, pour bien amadouer les gens. Oui, par contre, il parle lentement. Voilà, mais c'est le grand retour de Tamura. Moi, je suis assez contente. Mais encore une fois, effectivement, c'est tome 1. On va voir comment ça évolue. Et par contre, c'est quelque chose où faut se projeter dedans, faut se laisser entraîner par le dialogue et effectivement, peut-être pas s'attendre à des grands éclats de. Non, mais le boulot sur les dialogues est incroyable. Voilà, il est parfait et le sens des bulles. Oui. Parce que comme il y a beaucoup de bulles, beaucoup de dialogues, beaucoup de textes sur les cases, l'ordre des bulles est très important et c'est pas toujours évident. Non, parce que il y a des et puis en plus il y a des arrière-plans et ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnages qui parlent sur une même case et je trouve ça très bien fait. Don't Call It Mystery, ça fait aussi partie d'autres titres dont on pourrait reparler à la fin d'année parce que ça vaudrait le coup d'être dans une petite sélection des Sherlock du manga parce qu'il commence à être quelques-uns depuis quelques temps. C'est aux éditions Noévé Graphics. On termine avec un manga, un coup de cœur de Julie aux éditions Casterman Saka, ça s'appelle Comet Girl. Des couvertures jaunes. Rayées. Alors elles sont pop, hein, vous pouvez pas les rater. C'est sûr. Et donc Comet Girl, ça c'est donc au dessin et au scénario, il y a donc Yuriko Akase.
Et elle était donc c'est un manga qui est paru en 2015. Hein. Il est terminé en 2 volumes. Et donc on suit, dans un lointain futur, les terriens ont colonisé l'espace, et donc il y a Sazin qui est un jeune homme qui travaille à la voirie mais interspatiale, quoi. Donc il passe d'une planète à l'autre, d'un chantier à un autre. Et un soir, le bus spatial est passé, il peut plus rentrer sur Terre, et il y a une fille en scooter qui lui propose de le ramener chez lui. Et à peine il est monté dessus que ça y est, les aventures commencent, des pirates débarquent à la poursuite de Mina, Mina est recherchée par la moitié de l'espace, quoi. Tout le monde veut elle attire la convoitise parce que elle est pleine de vie, pleine d'énergie, et en fait c'est une fille comète. Donc et voilà. Et donc c'est super parce que moi je trouve en 2 tomes, en plus les 2 tomes sont en couleur. Et ils ont été faits, on va dire, de façon plus artisanale, quoi. Il n'y a pas d'outils numériques. Je sais pas, il y a le côté un peu rétro, effectivement, du dessin des années 90, avec beaucoup de références moi, je sais pas, ça fait penser à plein de séries qu'on a tous en tête. Et là, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'amour, de la romance, vraiment, avec un grand R, c'est vraiment un concentré de plein de trucs sympas, et que tu peux en 2 tomes t'as une histoire super bien ficelée, quoi. Ça s'appelle Comet Girl. Ça fait déjà un paquet de mangas, mais attendez, on a encore une petite sélection, mais en pagaille. On vous dit une phrase sur une petite série d'une quinzaine de titres encore, parce qu'en fait il y a beaucoup trop de nouveautés. Ouais, on croule là. Il aurait fallu faire cette émission en 28 parties. Donc sélection en pagaille, on a d'abord Girlfriend aux éditions Nouvelle Graphics. Ouais, c'est une des célèbres opcoms du Shonen Mag, déjà adaptée en anime, qui cette fois nous emmène dans le polyamour assez spécial. Pas du vrai plan A3, attention, c'est pour tous les yeux. C'est du polyamour, donc on va pas dire polygamie, on va dire polyamour. Miss Kobayashi Dragon's Maid. Là aussi, je pense que vous avez entendu parler du dessin animé. Et donc, il s'agit donc de la cohabitation étonnante entre une jeune femme japonaise dans ce moment, quoi, de l'époque contemporaine, et d'un dragon qui prend la forme d'une maid, d'une petite bonne avec un petit bonnet, une petite robe, etc. Et qui ne va pas tout faire comme il faut. Bizarrement. On a aussi Agent of My Heart, le nouveau shoujo manga de Maki Joji. Maki Joji, c'est Happy Mariage, Check Me Up. Et cette fois, la relation va être entre une manageuse et la nouvelle star du moment, un acteur, un comédien. Mais peut-être qu'ils se connaissaient d'avant. Et peut-être qu'il y a 2-3 trucs à régler d'avant. Mince. Série très courte aussi, en moins de 5 tomes. Kingdoms of Ruins. C'est le nouveau Darkana, un récit de vengeance qui mêle science-fiction et fantasy. En gros, c'est du pouvoir magique versus technologique. C'est de la bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre, ouais, parce que quand tu fais magie versus arme technologique, ça fait des trucs graphiquement un peu stylés quand même. Tout comme, effectivement, Shaman King Superstar. La suite de Shaman King Flowers, qui était elle-même la suite de Shaman King tout court. Je sais pas, vous avez bien suivi. Oui, donc l'animé arrive cet été, en août, en France. Sur Netflix. Ouais, ça va être cool. Le nouvel animé Shaman King tout court. Ouais. On a aussi Destination Terra cet été, un récit de science-fiction culte, signé Keiko Takemiya, une mangaka qui, elle, est aussi reconnue pour toute son œuvre et toute sa carrière au Japon. Il faut pas rater ça pour tous les fans de SF. C'est pour ça qu'on vous disait qu'on allait vous faire une sélection SF là pour la fin de l'année, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a aussi les fées, le roi dragon et moi en chat. Alors, c'est quoi ce titre? C'est un isekai choupi, tu vois. Moi, je suis dans ma période choupi. Joe, lui, il veut de la tranche de vie. Voilà. Et donc là, on a des thématiques habituelles des ados isolés qui sont mal dans leur peau, etc. Mais c'est chez Nobinobi. Et Nobinobi dans la sélection Kids. Donc, on peut dire que c'est top pour tous les lecteurs les plus jeunes, quoi. Voilà. On a aussi de la baston, Karaté Hit. Et ouais, manga de karaté en 3 tomes. J'aurais pu mettre ça à la place de En Garde. Mais je préfère largement l'escrime au karaté. Et puis c'est donc sympa. J'ai préféré En Garde. Mais sinon, c'est du même acabit que En Garde. C'est plus sexy, quoi. C'est plus sexy. L'escrime est plus sexy, oui. Oui, c'est ce que le karaté, bien évidemment. Ça, tout le monde le sait.
On a quoi d'autre dans cette sélection en pagaille? Certaines scientifiques Railgun. Oui, c'est un gros shonen d'aventure fantastique. C'est le spin-off de A Certain Magical Index qui avait été publié chez Kiun, mais il a été créé au Japon en simultané, Scientific Railgun avec Magical Index. Et en gros, vous pouvez lire l'un sans connaître l'autre, c'est pas très grave. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu les light novels, les deux ont été adaptés de manière simultanée. Index était déjà sorti en France et pas Railgun. On termine chez Nueve Graphics avec le Grimoire Écarlate, un shonen qui permet d'inviter les contes de fées dans notre quotidien. Un autre titre du Shonen Magazine qui est toujours en cours et qui a aussi son petit succès au Japon. Là encore, ça fait partie des titres dont on vous reparlera dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va faire une petite sélection rapide de rééditions également parce que, comme toute l'année, il y a des rééditions en pagaille également. Je commence par Veritas. Là, c'est du gros manoir, c'est de la grosse bagarre. Vous vous souvenez de The Breaker? Oui. Bon, on est dans le même acabit, à peu près. On est dans le si t'es fan de The Breaker, il y a moyen que tu sois fan de Veritas. C'est aux éditions Meian, cette réédition. On a aussi Kimi no Knife. Là, on est sur un thriller qui avait été abandonné à l'époque par Panini Manga et que Panini Manga reprend aujourd'hui. Okay. Et l'idée, c'est un mec qui on propose 5 millions d'yens pour tuer quelqu'un et un couteau. Est-ce qu'il va le faire? Oh oui. Est-ce que ça va être si simple? Non. En autre réédition cette année, ou même cet été tout simplement, on a L'école emportée, dont on a parlé à plusieurs reprises, oui. Manga culte de chez Kazuo Umezu chez Glénat. Donc moi j'attends. Et puis dans le domaine de l'horreur, il y a également Tomie, donc qui va ressortir. Donc c'est le manga culte de Junji Ito et ce sera chez Mangetsu, donc le fameux nouvel éditeur de Junji Ito. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Kingdom Hearts. Oui. 3, évidemment. 3, c'est Square Enix, mais édité chez Pika Édition, donc manga culte parce que le jeu vidéo est culte. Et là, on va avoir une petite édition collector. Là, tous les fous vont se jeter sur cette édition pour pouvoir la revendre encore plus cher après. Ils sont déjà jetés dessus parce que j'ai voulu le prendre et je peux pas le prendre. Personne. C'est vrai il est épuisé. Oh là là. Et ça me saoule. C'est infernal. Tous ces trucs. Alors, je vais m'acheter le jeu. C'est pareil. On sortira la trilogie. Je vais me la prendre. Et puis dernière petite réédition qui vient de sortir s'appelle Nijigahara Holograph, un one shot pour tous les fans d'Ino Asano à ne pas rater. Il y a d'autres mangas qui vont sortir ou qui sont en train de sortir là cet été ou qui viennent de sortir, mais on vous en a déjà parlé, donc on les a pas remis dans cette émission, mais il y a eu le one shot Death Note. Gros carton en France, ça se vend par carton de 12 aussi, ça, les Death Note. Par personne, exactement. On avait fait 2 émissions il y a un an dessus, sur le retour de Death Note. Si vous êtes curieux d'avoir notre avis à ce sujet, il y a Bucket List of the Dead, ça c'est la dernière émission qu'on a fait sur les zombies. Dans A Sign of Affection, on en a parlé dans l'émission, et l'amour dans tout ça, puisqu'en fait il était déjà sorti en version numérique ce manga, donc on avait prévu de vous en parler dès la sortie en numérique, mais il vient seulement de sortir en physique là au mois de mai. On a également Blue Lock, Grand Blue, Blue Hole et Blue Period, dont on a parlé dans l'émission sur la couleur bleue. The Fable pour l'émission sur les Yakuza, Rent a Girlfriend dans l'émission sur l'amour dans tout ça, et puis Sarissa par exemple, dont on a parlé dans les héroïnes qui continuent de sortir. Bon voilà, on va pas vous refaire toute la liste des mangas dont on a parlé depuis le début de l'année, mais il y en avait fait un super matelas pour t'allonger au bord de ta piscine là. Non mais je comprends pas, des fois on nous dit vous avez pas des idées de mangas à lire? C'est-à-dire que là on commence à faire des grosses listes avec toutes les émissions. Et des grosses valises. Ça devient long là, ça devient long. On a plus de 130 émissions malgré tout de la 5ème de couve. Ça en fait des heures d'écoute. Il y a 4 ans, j'ai eu une photo là où on tournait pour Mob Psycho 100 là. Avec le masque c'est vrai qu'on avait mis les masques de Mob Psycho 100. C'était n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on était beau. Merci d'avoir écouté cette émission. C'est notre petite liste et petit guide de lecture pour cet été. J'espère que ça vous a plu. On a eu très chaud, d'où le bruit que vous avez pu entendre dans cette émission, les fenêtres ouvertes, le ventilateur, etc. Et on buvait frais aussi en même temps. Mais on est encore vivant. Mais on est encore vivant, on a réussi